Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, dans cette vidéo, on fait l'analyse du nouveau Battletome des Maggotkin of Nurgle. Mais avant de commencer, on est fiers de vous annoncer que cette vidéo et les prochains Battletome Review qu'on va faire sur la chaîne sont commandités par la boutique Le Griffon. La boutique Le Griffon, c'est une boutique de jeux qui est située à Sherbrooke et dont Vincent et moi sommes clients depuis plus d'une vingtaine d'années, probablement 25 ans, ce qui trahit un petit peu notre âge. Alors, on va mettre le lien là, de la boutique en ligne dans la description de la vidéo. Ils offrent en permanence 10 de rabais sur le prix de détail suggéré des produits Games Workshop. Donc, c'est très intéressant. C'est une boutique, évidemment, qui a aussi des cartes Magic et des jeux de société. En fait, ils sont spécialisés dans les jeux de société. Ils en ont un inventaire vraiment impressionnant et les employés qui travaillent là connaissent très bien les jeux de société. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose qui sort de l'ordinaire ou des conseils, c'est vraiment la meilleure place que je connais au Québec pour être conseillé en matière de jeux de société. Alors, voilà, boutique Le Griffon qui nous commandite maintenant. On est bien content. Sur ce, donc, on passe à l'analyse des Maggotkin of Nurgle, nouveau Battletome. D'abord, peut-être pour commencer, Vincent, Alex, quelles sont vos impressions générales? Un premier feeling du Battletome. Ben, écoute, je pense que si, je veux dire, en fait, comme j'avais dit pour les Cruel Boys, quand on a fait le review des Cruel Boys, justement, je pense que si tous les Battletomes à venir pour la V3 sont dans le même type que celui-là, je pense qu'on va avoir un jeu qui va être bien balancé et qui va être très, très, très thématique. Parce que je pense que ce qui sort vraiment quand j'ai lu ce livre-là, il n'y a rien, en fait, qui est vraiment oppressif. Je pense qui est très, très là, NPE, là, Negative Play Experience. Et je trouve que c'est hyper thématique, la façon avec les règles d'armée d'allégeance. On sent vraiment ce qu'une armée Nurgle devrait ressembler sur le champ de bataille. Donc, je pense qu'à date, mes impressions, c'est sûr que je n'ai pas d'expérience de jeu avec l'armée, mais tout ça me semble très positif à ce niveau-là. Donc, un Battletome bien équilibré et des règles très fluff. Ouais. Vincent, de ton côté? Partage aussi. En fait, le point sur lequel je voudrais insister, c'est à quel point, quand je l'ai lu, j'ai senti que c'était Nurgle. C'était Nurgle tel qu'il doit être, alors que l'ancienne version, Nurgle était très rapide, parcourait la table et tout. C'est pas ça. Là, c'est une armée qui va être très tanky, puis quand tu t'y frottes, ben, tu te contamines, puis tu as des blessures qui vont s'accumuler. Je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable pour rendre le fluff de Nurgle en règle. Puis comme Alex, mon impression, c'est que c'est un beau livre bien balancé. Puis même à l'interne, il y a plein d'unités qui sont bonnes, mais différemment bonnes. Donc, non, c'est un super beau livre, là, vraiment une belle réussite, je pense, ce livre-là. Parlons-en des règles. Donc, on commence avec les traits de bataille qui donnent vraiment la saveur à l'armée. Et le premier élément concerne les unités de coalition. Ouais, on va tout de suite mettre ça de côté, les unités de coalition. C'est la même chose que dans toutes les factions du chaos. Dans le fond, on peut avoir 2 unités sur 4, pas 1 sur 2, mais 2 sur 4 qui vont venir des Slave to Darkness, tout simplement, avec la marque de Nurgle. On peut aussi avoir une unité sur 4 qui va être une unité de Skaven du clan Pestilent. Et on pourrait avoir une unité sur 4 aussi qui viendrait des bêtes du chaos. Donc, si on fait le calcul, ça donne une armée complète avec les allégeances de Nurgle qui ne serait pas du livre Maggotkin of Nurgle, finalement. Mais on met ça de côté parce que ce qui est peu intéressant avec ces unités-là, c'est que le keyword important, le mot-clé important dans le livre, c'est Pestilent de Nurgle ou Maggotkin of Nurgle en anglais. C'est pas Nurgle toute seule. Puis ça, Pestilent de Nurgle, ben, c'est juste les unités qui sont dans ce livre-là, dans le nouveau Battletome, qui l'ont. Donc, même Archaon a le mot-clé Nurgle, mais il bénéficie d'aucune des habiletés du livre Maggotkin of Nurgle parce qu'il n'y a pas le keyword Maggotkin of Nurgle. Donc, ça peut être intéressant d'allier. Il y a certaines bonnes unités qu'on peut aller chercher, mais pour ce qui est des synergies, on ne gagne rien à aller chercher, à aller puiser ailleurs que dans le Battletome, malheureusement. Il y a un bon nettoyage, en fait, de possibilités d'avoir des combos qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis avec, justement, bon, on parle à Skaven, on pense aussi à Slave to Darkness, donc des livres qui seront apparaître. Est-ce que, justement, on va maintenir ça? Est-ce que peut-être il y aura des façons dans un futur livre Skaven de peut-être gagner certains mots-clés avec certains items ou personnages, quoi que ce soit? Ça reste à voir, mais pour l'instant, je pense que l'effort est bien de pouvoir avoir une armée qui est
qui est thématique, qui est peut-être plus polyvalente, qui est peut-être plus diversifiée, sans pour autant avoir des combos là, qui sortent de l'ordinaire et qui seraient un peu brisés. On passe maintenant à la première règle qui donne vraiment une saveur à l'armée. Le premier trait de bataille, c'est le trait maladif. Ouais, ben c'est ça qui donne la saveur Nurgle, là. C'est vraiment intéressant. En fait, c'est qu'à la fin de chaque phase de mouvement, puis à la fin de chaque phase de combat, si tu es en contact avec une unité Magotkin of Nurgle, ton unité se prend un point de pas un point de contagion, mais un point de maladie. Et elle peut comme ça en accumuler jusqu'à 7 points de maladie dans un tour, et on va voir qu'il y a plein de façons d'en donner des points de maladie. Et au début de la phase de Battle Shock, on va rouler pour chaque point de maladie que notre unité a là, que l'unité ennemie a. On va rouler un dé et sur 4+, ça va faire une blessure mortelle. Et là, c'est important, c'est au début de la phase de Battle Shock, donc c'est avant que le jet se prenne, donc ça peut tuer des modèles supplémentaires. Et c'est là que je disais, puis qu'Alex aussi disait que ça respecte la saveur de Nurgle, c'est que juste d'être en contact avec les unités de Nurgle, tu te contamines, tu deviens malade. Et tu accumules comme ça des maladies, puis là, ça a des effets sur ton unité. C'est super intéressant. À la fin du tour, on va retomber, dans le fond, ben, à la fin un coup, on va réutiliser l'habileté, là, ou à la phase de Battle Shock, on va retomber à un point de maladie. Donc, une unité qui a été contaminée va rester contaminée toute la partie, à moins qu'elle se guérisse, parce qu'il y a un moyen de se guérir. Fait que ça aussi, c'est fluff, dans le fond, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis je vais aller tout un petit peu plus loin, devançant peut-être là, les deux règles subséquentes, les armes maladives et guérir les points de maladie. Là. Tu sais, les attaques sur des 6, autant au tir ou corps à corps, vont générer des points additionnels. Et lorsqu'on guérit des modèles avec des sorts persistants ou des sorts ou quoi que ce soit, on peut guérir les points de maladie aussi. Fait qu'on peut décontaminer l'unité. Fait que pour vrai, cette règle-là, il y a beaucoup de gens qui disaient sur Internet, ouais, c'est beaucoup de bookkeeping, c'est beaucoup de tokens. Mais honnêtement, là, moi, je dis wow. C'est une super règle, ça va être simple. On a juste à avoir des dés d'une couleur différente pour compter les points de maladie, puis ça va bien aller. Donc, Alex, tu l'as introduit, hein, on a les armes maladives aussi. Donc, maintenant, les jets non modifiés de touche de 6, autant au tir qu'au combat, vont donner un point de maladie à l'unité qui a été ciblée. Et on peut guérir des points de maladie en remplaçant, en fait, lorsqu'on guérit une unité, on peut choisir de plutôt que guérir des points de vie, on se retrouve à guérir des points de contagion. Donc, il y a comme un choix à faire ici. Là. C'est très, très thématique. C'est pas game breaking, mais c'est juste, je trouve que c'est une petite règle fun, très, très savoureuse, très, très fluffy. Moi, c'est le genre de choses que j'aime, en fait. Quand je pense à une habilité d'allégeance, ça devrait faire ressortir la couleur de l'armée, puis là, on l'a clairement. C'est une belle manière de générer des blessures mortelles, mais pas en Ouais. trop grande quantité. Mais quand même, ça va aider à gagner la guerre d'attrition. Ça peut s'additionner assez rapidement. Parlant justement de blessures mortelles, les Magotkin of Nurgle ont la règle résistance écœurante. Ouais, ça va les rendre très, très tanky. Dans le fond, c'est simple. C'est une ward ou une protection de 5+ sur toute l'armée, tout le temps. Tout simplement. Donc, ça les protège contre les blessures mortelles, mais contre les attaques régulières aussi. Ça fait que bon, le Grand Immonde ou le Glotkin ou même les Les Blight King. Blight King deviennent très, très difficiles à sortir de la table. Là. Il va falloir mettre beaucoup d'efforts pour les sortir. Fait que c'est une armée, on voit déjà le thème. Là. Elle va faire un peu de mortel à chaque tour. Et elle va être très difficile à sortir de la table. C'est une armée qui veut gagner une guerre d'attrition, qui veut rester là pour les 5 tours sur la table. Tout à fait dans l'esprit de Nurgle, c'est correct. Là. C'est une belle règle. Ouais, chapeau, tu sais, ça vient dans le thème, puis ça vient alléger tout ce qui est War Scroll aussi, d'enlever cette règle-là de chaque War Scroll qui l'ont pas. Une règle d'armée, merci, bonsoir, puis c'est parfait comme ça. Et il faut ajouter en plus que au début de la phase des héros, de joueur de Nurgle, chacune de ces unités va se guérir d'une blessure. Fait que il y a ça aussi, c'est une guérison automatique à la grandeur de l'armée. On a des modèles qui ont 2, 4, 5, 8 points de vie. On a beaucoup de points de vie sur chaque modèle dans la majorité des cas. Ça va finir par s'additionner. Ça fait une différence à la fin de la partie. Là. Tu as guéri constamment tes unités. Puis on va voir qu'il y a moyen de guérir non pas un point de vie, mais des 3 là, avec la règle qui s'en vient. Ça aussi, ça rentre dans le thème de Nurgle. Qui va s'additionner à la Heroic Recovery, donc l'habilité héroïque. Donc là, on va avoir des démons majeurs avec une protection de 5+, qui peuvent guérir 2 des 3
blessures par tour, ça devient extrêmement difficile à sortir. Avec un petit Live Swarm aussi. Excusez. Oui, Emerald Live Swarm aussi. J'aimerais insister sur à quel point c'est fort, cette règle-là, du 5+ de protection sur toute l'armée. L'amulette de la destinée, c'est l'artefact le plus joué, puis il donne ça à un héros. Et de loin, là. On l'a sur toute l'armée. Moi, en tant que Beastclaw Raiders, j'ai un 5+ de Feel No Pain, de Ward sur mes Stone Arms, puis c'est extrêmement bon. Là, sur toute une armée, c'est monstrueux. En Daughters of Cain, on a un 6+. Puis il y a une sous-allégeance qui nous permet d'aller chercher un 5+ dans une bulle de 12 pouces autour de notre général. Puis la majorité des joueurs jouent cette sous-allégeance-là pour aller chercher cette habilité-là notamment. Donc, c'est très, 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 très fort. Donc, dans la résistance écœurante, on a aussi le privilège de fécondité. En fait, la résistance écœurante permet à toutes les unités au début de notre phase de héros de se guérir de 1 point. Mais si on est à 14 pouces d'un grand immonde, d'Horticulus, des Fraglots ou de Festus, on va guérir non pas 1 point, mais D3 points. Et on va voir que dans la roue aussi, dans le cycle, il y a un tour où on va guérir toutes les unités de D3 points de vie. Ça commence à faire beaucoup de points qu'on ramène. Là. Ça a un gros impact sur la partie. Alarielle, la déesse de la vie, et les Sylvanettes sont jaloux de temps de régénération. Oui, mais ils sont en train de la perdre, la guerre d'attrition contre Nurgle. C'est pour ça. On comprend pourquoi. Donc, on passerait maintenant à la convocation de démons. Oui, alors, comme toutes les armées du chaos, et là, je ne parle pas des Skaven, mais c'est pas vraiment une armée du chaos, on sait que c'est par erreur qui a été classée là. Toutes les armées du chaos peuvent faire du summon, de la convocation, rappeler des unités démoniaques. Ici, comment ça fonctionne? C'est simple. Si on a des unités dans notre territoire, on va faire 3 points de contagion, appeler des CP en anglais ou des PC, alors que point de commandement est déjà appelé des CP ou des PC. C'est vraiment ça va amener plein de confusion dans le reste des. Quoi? On ne le dit pas, ça. Dis-le pas à Games Workshop, c'est pas grave. On va le voir les quelques reprises qu'on ne sait pas s'il parle de point de commandement ou point de contagion dans le livre à cause de ça. Mais bon, on va faire 3 points sur une unité dans notre territoire, 3 points sur une de nos unités dans le territoire, entièrement dans le territoire ennemi. Puis en plus de ça, s'il n'y a personne dans le territoire, on fait un point supplémentaire au début de notre phase de héros, puis un point supplémentaire s'il n'y a personne dans le territoire ennemi, puis nous, on a une unité qui est là. Donc, on peut faire jusqu'à 8 points. Au premier tour, c'est sûr qu'on fait 4 points minimalement parce qu'on a nos unités et qu'il n'y a pas d'unité ennemie. Et on a une charte d'évocation à côté qui, dans le fond, permet assez rapidement d'appeler des petits héros démoniaques. Mais le grand immonde est à 30 points de contagion. Lui, il commence à être assez difficile à appeler. Là, ça va tour 4 ou 5 seulement. Et une des façons les plus faciles de générer les points de contagion, puis je veux tout de suite en parler, c'est d'avoir les arbres de Nurgle. Et là, présentement, il y a une ambiguïté sur le wording, en fait, tel que c'est écrit. Et là, je vais vous lire la règle. Tel que c'est écrit qu'au début de votre phase de héros, vous recevez 1 point de contagion bonus pour chaque gueule noueuse immonde de votre armée qui est sur le champ de bataille et n'a aucune figurine ennemie à 3 pouces. Mais ça, c'est écrit sur la charte d'unité de la gueule noueuse immonde. Donc là, il y a des gens qui l'interprètent comme chaque arbre me donne un nombre de points de contagion égal au nombre d'arbres qu'il y a sur le champ de bataille. Donc, si j'en ai 2, ça veut dire que chaque arbre me donne 2 points de contagion. Mais si j'avais 3 arbres, et c'est possible de commencer avec 3 arbres une partie, j'aurais 9 points dans le fond de contagion. Fait que il y en a qui l'additionnent, qui font une multiplication finalement. Probablement, là, vous faire que ce soit corrigé dans la fac là, ou que ce soit précisé dans la fac. Parce que probablement, qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est simplement chaque arbre nous donne 1 point de contagion. Sinon, là, on peut appeler un grand immonde autour 2 dans les meilleures situations, là, si on met toutes les habiletés possibles pour ça. Advenant le cas qu'effectivement, c'est 1 point par arbre, ce que je pense qu'il va être le cas, honnêtement, c'est une charte qui me semble honnête, dans le sens que c'est pas de l'évocation. On peut difficilement baser sa liste sur l'invocation. Je pense que les choix qui vont être les plus populaires, d'après moi, les 2 petits héros, le Ball Piper puis le Squirrelpox Scrivener, le Spoilpox Scrivener, je pense vont être des bons choix. 7 points, c'est pas beaucoup pour des unités qui vont buffer nos Plague Bearers. Donc, si on joue vraiment une armée majoritairement démoniaque, ça peut être des très, très bonnes sources d'invocation pour des petits buffs. Qui sont très bons, on va le voir plus tard. Mais aussi, là, pour 14 points, là, 10 porte-peste, c'est quand même 20 points de vie qu'on peut invoquer avec un 5+ Ward. Donc, c'est un autre choix qui est vraiment intéressant pour obtenir un objectif. Là, puis on peut.
il y a quand même des bons choix, mais je ne sens pas que l'invocation va être nécessairement oppressif, ce qui est vraiment intéressant. Moi, ce que j'aime bien d'appeler des petits héros qu'on peut appeler facilement au tour 2. Là. Si on a bien pensé nos Ouais, choses, au tour 2, ça fait qu'on n'est pas obligé de les mettre dans nos listes. Fait qu'on peut peut-être sauver un 140 points, 145 points en partant dans notre liste, en sachant que le petit héros va arriver au tour 2. Puis après ça, peut-être au tour 3 ou 4, on va être capable d'appeler, comme tu dis, les 10 Plague Bearer pour aller maintenir un objectif ou quoi que ce soit. Fait que moi aussi, ça me semble une charte de convocation qui ne posera pas problème. Puis, j'ai pas eu l'impression dans le livre non plus que Nurgle payait pour cette charte d'invocation-là trop en points, là, à part peut-être une unité ou deux, notamment le Glotkin, qui est peut-être un peu dispendieux. Là. Mais c'est un beau travail ici, là, une belle charte d'évocation. Je suis d'accord. Et le dernier trait d'allégeance, c'est une mécanique qui revient en fait avec le cycle de corruption. Oui, alors, une roue qui était intéressante. Ils ont changé les habiletés, cependant. Il n'y a plus aucune habileté qui permet d'augmenter le mouvement de nos unités d'aucune façon. Et il n'y a plus beaucoup de façons. En fait, il reste juste une façon de modifier le cycle, c'est d'avancer une fois dans la bataille seulement le cycle. Donc, on ne peut plus jouer avant ça. Les joueurs Nurgle s'amusaient à le remettre tout le temps sur la case qui était la plus payante pour eux. Mais là, on ne peut plus faire ça. Il y a quelques habiletés, par exemple, le numéro 1 qui est intéressant, là, tous nos héros gagnent une ward de 4+ pour un tour. Il y a une des habiletés où c'est les héros adverses qui ne peuvent pas faire de Heroic Action pendant le tour, donc pas de Finest Hour pour aucun héros ennemi. Fait qu'il y a quelques habiletés qui sont vraiment sympathiques. Là. Il y a 7 bulles, puis il y en a au moins 4 ou 5 que quand tu les as, tu dis, OK, ça va être le fun. Une autre belle habileté d'allégeance. Oui, c'est encore une fois, ça y est, le game breaking, mais c'est des bons buffs. Puis vu que la manipulation est presque inexistante et que c'est aléatoire, donc on ne choisit pas à quel endroit sur la roue on va débuter la partie, ben, ça fait que c'est un bel ajout, un beau petit plus, mais on ne peut pas planifier ou construire une liste autour de ça. Donc, je trouve que c'est encore une fois très thématique sans être oppressif. J'aime. On passe maintenant aux optimisations. On ne parlera pas de chaque trait de commandement, chaque artefact. Vincent et Alex ont choisi ceux qui ont davantage retenu leur attention. Donc, on commence avec les traits de commandement pour les mortels, parce que dans Nurgle, on a des unités mortelles, des unités de démons. Donc, Vincent, quels sont tes choix pour les traits de commandement des mortels? En fait, il y a un choix, moi, qui a tout de suite sauté aux yeux. Là, c'est Puanteur Insoutenable, le dernier. Il est incroyable. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que les unités ennemies qui vont être à 7 pouces du général ne peuvent pas donner d'ordre. Et les unités qui sont entièrement à 7 pouces, il est mal écrit un peu, ça aurait été le fun que ce soit entièrement les 2 fois ou 7 pouces les 2 fois, là, mais les unités ennemies qui sont entièrement à 7 pouces ne peuvent pas recevoir d'ordre non plus. Fait que là, c'est plus qu'un roar, parce que dans le fond, si on arrive sur une unité ennemie avec notre général, il ne peut pas s'immuniser au jet de Battle Shock, il ne peut pas se donner All Out Defense. C'est très, 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 très fort là, comme habileté. Puis on a des héros tanky mortels qui ont envie, notamment le Lord of Affliction là, sur la mouche. Lui, il a envie d'aller au corps à corps. Il va pouvoir tenir quelques tours au corps à corps. Fait que ça peut être très désagréable d'être en corps à corps avec un général qui a ce trait de commandement-là. Oui, je partage ton opinion. Je pense que c'est celui qui clairement sort du lot. J'en joue un deuxième, par exemple, j'ai trouvé intéressant. Puis encore une fois, ça dépend comment on interprète, mais moi, je pense que c'est comme ça. C'est Peste vivante. Donc, qui est au début de la phase de héros, ce qui est un petit peu dommage pour le timing. Mais au début de la phase de héros, si on a un héros mortel qui peut être tanky quand même, chaque unité en dedans de 7 pouces, pas complètement, mais en dedans de 7 pouces, sur un 2+, on lance un dé. Et on rajoute un point de maladie et un point de contagion. Donc, si on a plusieurs unités, de la façon dont je le comprends que c'est écrit, si j'ai 5 unités, puis je lance 5 dés, puis j'ai 5 2+, bien, chaque unité a un point de maladie et je génère donc 5 points de contagion pour accélérer le summon. C'est intéressant, mais encore une fois, phase de héros. Je ne peux pas déplacer mon héros et là, appliquer l'effet. Il faut vraiment que je commence mon tour avec le héros proximité, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Et ça reste que c'est pas overpowering stance, là, c'est pas enlever des aptitudes de commandement qui est vraiment très, très fort. Je pense que les Rangers n'aimeront pas cette habileté de commandement-là, surtout pas les Mock Rush. Vincent, tu avais retenu aussi la bénédiction du grand-père.
Oui, ben, ça, je mentionné, c'est lui qui nous permet, une fois dans la bataille, d'avancer de 1 le cycle de corruption. Fait que ce serait bon s'il n'y avait pas déjà la puanteur insoutenable ou la peste vivante qui sont tellement meilleurs. Puis comme on a juste un trait de commandement, je pense pas qu'on va le voir souvent, celui-là. Là, je pense que les gens vont y aller pour puanteur insoutenable presque tout le temps. Je suis d'accord. Du côté des traits de commandement pour les démons, Alex, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Donc, ben, il y en a 3 au lieu de 6, comparativement au mortel. Donc, c'est sûr que le choix est plus restreint. Puis encore une fois, je pense que clairement un qui se distingue des autres, c'est l'infestation de Nurgling. Avoir un flat, moins pour se faire toucher sur un grand immonde, je veux dire, c'est vraiment très, très bon qu'on considère le 5+ Ward, qu'on considère la guérison que ce modèle-là peut avoir. Puis, il y a une petite règle anecdotique très, très savoureuse là, qui donne un +1 tweet pour les Nurglings qui sont en dedans de 7 pouces, complètement dans de 7 pouces général. Ça ne servira jamais, puis même si ça servait, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est le -1 to hit. Un flat -1 to hit là, sur un modèle qui est déjà très, très tanky. Oui, je suis preneur. Fait que je pense que c'est lui qui se distingue clairement des autres. Clairement, moi aussi, là, on ne parlera même pas des deux autres. Celui-là, il est au-dessus. -1 to hit contre le tir et contre le corps à corps. C'est une créature à 18 points de vie qui a une ward à 5+. C'est incroyable l'impact que ça a. Fait que si vous jouez un grand immonde, vous le mettez comme général et vous mettez infestation de Nurgling. Et c'est réglé. Donc, on passe maintenant aux artefacts. On commence avec ceux des mortels, les artefacts de contagion. Vincent, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Il y en a plusieurs qui sont intéressants. Malheureusement, il y en a un qui est comme un peu trop facile. C'est le Onde de corne fendue. Ça donne une ward save de 4+ à ton héros, tout simplement. Tu mets ça sur, encore une fois, le Lord Affliction, qui est très, très bon pour être général et recevoir des artefacts. Il tombe sur une 3+ de sauvegarde d'armure avec en plus une protection de 4+. C'est comme no-brainer parce que c'est bon contre les mortels, c'est bon contre le tir, c'est bon contre tout. Là. Fait que ça va être celui-là, je pense, le plus souvent qu'on va prendre. Peu importe notre méta. Oui, effectivement. Puis, j'avais pas aussi, là, moi, c'est le Gromlarge, je pense, en français. Là. Moi, j'ai le livre en anglais. Là. Donc, qui rend le porteur un mage, ou s'il l'est déjà, donc, il peut avoir un +1 pour faire le sort Gift of Disease, qui est un sort qui va accélérer un peu là, les points de contagion sur une unité. C'est un sort de plus. Puis la portée du sort est de 21 pouces. Donc, on va le voir plus tard quand on parlait des sorts, puis on va le voir dans les affaires pour les démons. On a un item qui est identique, en fait, avec un nom différent. Donc, ça devient intéressant pour une liste qui va se baser beaucoup sur les points de maladie. Donc, voilà. Moi, c'est un petit. Je suis d'accord que le Home, je pense que c'est le meilleur, mais un deuxième artefact pourrait être intéressant dans cette construction-là. Ouais, ben, j'y vais avec un deuxième aussi. Il y en a quand même plusieurs qui sont comme intéressants, mais le Croc de Rouille, le dernier, est quand même sympathique parce que si tu s'en vas encore à corps avec un héros, mais là, évidemment, on est dans un méta où il y a beaucoup de héros, des gros héros très tanky. On a pris sur notre général le trait de commandement qui fait en sorte qu'il ne peut pas se donner all-out defense. On charge, et là, avec le Croc de Rouille, ce que ça fait, c'est qu'on va soustraire 1 à ses jets de sauvegarde pour la phase de combat. C'est une fois par bataille. Mais là, un Archaon qui ne peut pas se donner +1 de sauvegarde, qui perd 1 de sauvegarde, il est rendu sur du 4+, il y a peut-être quelque chose à faire. Je corrige, c'est pour le reste de la bataille. Et oui, pas juste pour la phase. Oui, c'est vrai. Il faut être en phase de combat pour l'activer, mais après ça, c'est jusqu'à la fin de la bataille. Ouais. Dans certains méta, là, si vous affrontez des gros héros tanky, vous ne savez pas quoi faire, peut-être que ça va être un deuxième artefact à aller chercher. Je suis d'accord. Vincent, il y avait aussi le bouclier des tumeurs qui avait retenu ton attention. Oui, ben, le wording est intéressant. En fait, c'est que tu vas relancer les jets de sauvegarde qui sont, dans le fond, inférieurs au nombre de blessures que ton héros a subi. Fait que si ton héros a subi, en fait, c'est inférieur ou égal, je remets la page, donnez-moi juste un instant. Fait que c'est ça, qui sont inférieurs ou égales. Fait que si ton héros a subi une blessure, il va relancer les 1 à sa sauvegarde. S'il a subi 2 blessures, il va relancer les 1 puis les 2 à ses jets de sauvegarde. Mais c'est un petit peu difficile à mettre en place parce que, évidemment, si tu te fais attaquer, toutes les blessures sont attribuées en même temps, fait que tu ne peux pas utiliser l'artefact. Alors, il faut, dans le fond, que ton héros ait survécu à une phase de combat, une phase de tir, qu'il y ait 3 ou 4 blessures, et là, il va pouvoir relancer les jets de 3 ou 4 et moins. Fait que dans le fond, il peut relancer ses jets de sauvegarde, finalement. Fait que ça peut rendre très, très tanky un de nos héros.
mais il faut le mettre en place. Puis là, quand on se guérit, ça diminue l'efficacité. Plutôt que de juste relancer les sauvegardes, je trouvais que là, ça, c'était quand même intéressant. Il y avait un petit garde-fou pour éviter que ce soit trop fort. Ouais, Pourquoi puis pas? ça ne vient pas non plus aider contre les attaques qui font, exemple, du flat 3, flat 4, flat D6. Tu sais, OK, je suis encore en pleine forme. Oups, j'ai un flat D6, ben, j'ai un D6, je roule le 6. Ah, ben, ça fait 6 dommages. Alors, j'aime mieux aller chercher le 4 plus Ward qui va me protéger contre ces grosses attaques-là de toute façon. Oui, ben c'est pour ça. Il y a beaucoup d'artefacts qui sont intéressants, mais on a déjà mentionné 3 avant qui étaient très intéressants. Fait que bon. Mais une belle liste d'artefacts. Quelqu'un qui veut s'amuser puis varier ses listes, il y a de quoi s'amuser avec Nurgle. Tout à fait. Du côté des artefacts réservés aux démons, les dons démoniaques, Alex, qu'est-ce qui est intéressant? Il y en a 2 qui attirent mon attention encore une fois. Là. Le premier, c'est de Witherstave, qui, je pense, s'appelle le Bourdon Flétri. Bourdon Flétri. Mais donc, ce sort-là, ce thème-là, dans le fond, c'est qu'on va ajouter 1 au jet de maladie pour les unités qui sont en dedans de 7 pouces du porteur. Donc là, on fait des blessures mortelles sur du 3+, et non sur du 4+. Fait que ça augmente. Déjà, on voit que Nurgle, en fait, surtout de la potion démoniaque, n'est pas une armée qui a beaucoup de punch. Donc, d'aller chercher ces blessures mortelles-là de plus. Puis on s'entend que c'est sur un grand immonde que ça s'en va, là, qui va être qu'on veut une grosse base. Donc, déjà, à la base, c'est vraiment intéressant pour des petites unités de plus. Donc, dans une œuvre qui va être bâtie sur donner des points de maladie, d'accélérer ça, puis de rendre chaque point potentiellement plus virulent, pour utiliser un terme à la mode, je pense que ça a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Puis le deuxième que j'ai bien aimé aussi, c'est le grimoire des 1000 pestes, donc le Tomb of a Thousand Boxes. C'est le même que le Mother Grab, en fait, là. Pour les mortels, c'est-à-dire que ça rend le porteur sorcier. S'il l'est déjà, il peut. Et il connaît le sort Gift of Disease. Et si il le connaît déjà, il y a +1 pour l'invoquer. Ce sort-là, en fait, là, je n'ai pas dit tantôt, mais je vais le mentionner. C'est que dans le fond, c'est 21 pouces. Donc, déjà, la plupart des sorts Nurgle, c'est 7 ou 14. Lui, c'est 21. C'est vraiment intéressant. Et ça cible une unité ennemie à 21 pouces. On donne 1 point de contagion. Et toutes les unités à 7 pouces de cette unité-là en reçoivent 1 également. Fait que, encore une fois, ça accélère. On va le voir à la fin quand on parle de liste d'armées. Il y a une façon peut-être d'avoir les 2 artefacts dans une liste pour justement, on en met et le grand immonde va les faire sur du 3+. Fait que, on joue vraiment sur la mécanique de la maladie. Fait que je pense que c'est les 2 items pour moi qui me font de l'œil. Je pourrais ajouter peut-être sur le Bourdon Flétri, le premier que tu as mentionné. Il rajoute 1, ça veut dire qu'on fait des mortels sur 3+, mais il y a aussi dans le cycle de Nurgle, il y a une des étapes où on a aussi un autre +1. Donc, il y aurait un tour où on serait sur du 2+. Donc, une unité qui a 7 points de maladie, puis c'est facile de monter. C'est possible relativement facilement de monter à 7 points de maladie sur une unité. Là, si on parle là, en statistique, c'est 5-6 blessures mortelles qu'elle va subir au début de sa phase de Battle Shock, ce tour-là. Fait que moi aussi, c'est celui qui avait retenu mon attention. C'est le plus intéressant, je pense, parmi les. D'accord. Alex, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche en parlant de sorts. Donc, on a 2 domaines de sorts aussi, domaine pour les mortels, domaine pour les démons. On commence encore une fois avec les mortels. Vincent, quels sorts sont intéressants dans le lot? Oui, ben de façon générale, on va mentionner les portées, à part celui de 21 pouces, les portées sont assez petites, c'est souvent du 7 ou du 14 pouces. Puis ce qu'on va mentionner aussi, les valeurs de lancement, c'est du 6 ou du 7 pour la majorité des sorts. Nurgle ne dominera pas la magie, mais il y a quand même quelques sorts intéressants. Ouais. Le premier, moi, j'ai trouvé, bon, évidemment, on n'est peut-être pas dans le bon méta, mais Inspiration Rance, là, je trouve que contre une armée de hordes, c'est tout simplement délirant ce que ça fait comme impact. C'est un lancement de 6, 7 pouces de portée seulement. Et ce que ça fait, c'est que dans le fond, on prend une unité, on prend tous les modèles qui sont à 7 pouces dans l'unité. Pour chaque modèle, on roule un dé. Et sur 2+, on fait une mortelle. Pas sur 4 ou 5 ou 6+, comme c'est généralement le cas, mais sur 2+. Ça veut dire que si on a une horde de 30 modèles qui sont tous à 7 pouces, ils sont au corps à corps, mettons, avec un Glotkin qui a le sort, ben ça veut dire que sur 30 modèles, on va en avoir 25 qui vont disparaître juste avec ce sort-là. Et évidemment, si on joue ce sort-là, on va aller chercher les fameux Spell Portal
pour être capable d'augmenter la portée pour aller chercher une unité. Et même si l'adversaire ne joue pas de gros blocs de 30, ben, même sur une petite unité de 5, ça veut dire que c'est 4 blessures mortelles. C'est un sort qui est respectable quand même pour générer les blessures mortelles. Même sur un cordon 10 modèles. En fait, moi, tu as dit qu'il n'y a pas de NPE, de Negative Play Experience dans le jeu. Moi, je pense qu'un adversaire qui joue beaucoup de la Horde et qui se retrouve avec un joueur Nurgle qui a ce sort-là dans sa liste, il peut trouver la partie un petit peu désagréable. C'est tellement fort comme ça, mais c'est circonstanciel. Ça dépend un peu de ce qu'on affronte aussi. Voilà. Je suis d'accord. Moi, il y en a quelques-uns qui retirent mon Gift of Disease, on en a parlé, fait que je vais faire celui-là parce que, bon, je déteste pas, je vais essayer de voir, c'est Bourbier écœurant. Donc, se lance à 14 pouces et une très petite valeur d'invocation à 5. Donc, c'est quand même très, très bien. Encore une fois, ça, c'est un sort à Spell Portal, selon moi. Là. Ce qui me bug un peu, on lance un dé. Fait que ça reste, il faut invoquer le sort. Il ne faut pas qu'il se fasse unbind. Et après ça, il faut quand même lancer un dé, mais ça peut être très payant. Si on réussit à égaliser ou battre la caractéristique de sauvegarde de la cible, à ce moment-là, l'unité va rétrécir son mouvement de moitié, ce qui est vraiment intéressant dans le méta actuel, et va également perdre 2 pouces à ses courses et charges. Donc, on lance ça comme ça, disons, c'est sûr qu'il sera un 4+, mais Gotrek, qui bouge à 2 pouces, moins 2 pouces de course, moins 2 pouces de charge, c'est un outil très, très intéressant pour justement venir nulifier, ou même Archaon. C'est tout ce qui est gros monstre, en fait. Là. Contre les Iron Jaws aussi, là, empêcher oui. une de leurs unités d'entrer au combat dans les temps voulus. Ouais. Fait que c'est 14 pouces, petite portée, mais encore une fois, je pense que c'est un sort à Spell Portal. T'sais, surtout si on débute, paf, on peut nullifier le mouvement d'un Mark Crusher, par exemple, ou d'un Archaon, peu importe. Et là, ça fait un petit peu moins mal de se faire coller le double tour. Mais je pense que c'est un bel outil à avoir dans un arsenal. Et dans le méta actuel, je pense que ça prend beaucoup d'importance. La seule chose que tu as mentionné, c'est que c'est sur un jet de dés, fait qu'une sauvegarde d'armure, c'est une chance sur 2, mais l'effet est tellement important parce que on vient presque d'empêcher une unité de rentrer en corps à corps là, avec ça, là, à moins qu'on soit vraiment mal placé et que la personne ait d'excellents jets. Fait que l'impact est tellement grand que ça vaut peut-être la peine de le tester. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres sorts, moi non plus, qui m'ont sauté aux yeux comme étant vraiment excellents. Donc, comme tu le dis, je pense que dans notre boîte à outils, ça peut être, si on a 2 sorciers, il y en a un qui a ça. Pourquoi pas, le tour où ça passe, on est vraiment content. Je suis d'accord. On passerait maintenant au domaine de sort des démons. Alex, qu'est-ce qui est bon dans tout ça? Encore une fois, 3 sorts au lieu de 6, comparativement au mortel. Je pense que celui qui retient mon attention, c'est l'abondance de chair, qui augmente les caractéristiques de points de vie d'une unité de 1. Alors, on a des porte-peste à 3 points de vie. C'est ceci, exemple, il y a 2 blessures attribuées sur un porte-peste et que le sort n'est plus en effet. Mais là, on perd un modèle parce qu'on revient à 2 points de vie. Il y a 2 points de vie perdus, donc on retire un modèle. Mais c'est pour augmenter de 50% le nombre de points de vie d'une unité, c'est wow. Je veux dire, avoir un bloc de 20 porte-peste, c'est 60 points de vie avec un 5+ ward. Puis d'autres bonus qu'on peut avoir ou des malus qu'on peut donner. Fait que, oui. C'est juste oui. C'est ça. Tu l'as mentionné, c'est pas juste des points de vie, c'est des points de vie avec une ward save de 5+. Donc, chaque point de vie qu'on ajoute a une valeur surajoutée. Moi, j'ai quand même aimé le Vérole favorite, le premier sort du domaine. On ne le met pas sur un Great Unclean One. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que dans le fond, pour que le sort reste actif, il ne faut pas que notre magicien lance d'autres sorts. Il ne faut pas qu'il se batte, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il fasse quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que fait le sort, dans le fond? C'est une valeur de lancement de 7, portée de 14 pouces. On prend une unité ennemie. Puis jusqu'à ce que notre lanceur, justement, se déplace, casse un autre sort ou quoi que ce soit, bref, fasse quoi que ce soit d'autre, ce qui va se produire, c'est que, dans le fond, on va soustraire de 1 les jets de touche, les jets de blessure et les jets de sauvegarde de l'unité qu'on va avoir ciblée. On gèle un de nos petits héros, on mettrait ça sur un porte-vérole, par exemple, là, un Poxbringer, on le met dessus. On gèle notre héros, mais on peut potentiellement geler une grosse unité comme une Morathi ou comme un Archaon, ou en tout cas diminuer son efficacité de façon significative tant qu'on ne casse pas d'autres spells. Fait que
pourquoi pas, mais pas sur un Great Unclean One, parce que notre Great Unclean One, on va vouloir qu'il lance son sort, on va vouloir qu'il se déplace, qu'il aille au combat. Mais dans un méta où on a des gros héros, des grosses unités vraiment dures à affronter, pourquoi pas, le moins 1 de touche, moins 1 pour blesser, l'unité perd beaucoup de létalité, puis moins 1 à sa sauvegarde, elle devient plus facile à faire tomber. Oui, mais en même temps, c'est aussi si on élimine le 10 modèle qui lance le sort arrête aussi. Fait que tuer un petit Hérald, c'est quand même pas une tâche si lourde, mais c'est sûr que ça force l'adversaire à faire peut-être quelque chose qu'il ne voudrait pas. Mais oui, ce serait un bon sort, effectivement. Donc, c'est ce qui fait le tour des optimisations. Donc, personnellement, je retiens à quel point il y a des options pour rendre les unités encore plus tanky dans une armée qui est de base vraiment tanky grâce aux traits là, de commandement, d'allégeance. Donc, wow, jusqu'à maintenant, on voit que ça va être une armée qui, disons, les joueurs Nurgle qui avaient déjà une armée sont probablement pas déçus de ce Battle Tome-là. Ça nous amène aux sous-factions. Donc, on a différentes légions de la peste, donc sous-factions. Vincent, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ouais. Ben, premièrement, ce qui a retenu mon attention, c'est des sous-factions très amoindries, hein, comme on a eu avec les Stormcast. Dans le fond, ils donnent un bonus tout simplement. Il n'y a pas d'artefact obligatoire, il n'y a pas de trait de commandement, etc., etc. Et ce n'est pas des gros bonus. C'est juste un petit bonus amusant. Moi, le premier, ben, j'ai bien aimé les noyer, dans le fond, parce que j'aime vraiment, moi, les Blight Kings sur les mouches, là, les Puzzle Blight Lord, je les adore. Et c'est leur sous-faction à eux. Dans le fond, c'est simple, ça leur donne un mouvement de 8 pouces au début de la bataille. Ils font un 8 pouces, puis après ça, ils vont pouvoir se déplacer. Donc, un plein mouvement dans une armée qui n'est pas si mobile que ça. Ben, 8 pouces, ça nous permet de nous installer bien installés sur les objectifs du centre sans avoir été obligé de prendre un point de commandement pour faire une course à 6, quoi que ce soit. Donc, pourquoi pas? Et là, comme on l'a fait 8 pouces, on peut refaire un autre 8 pouces, on peut charger. Donc, on pourrait même faire une Alpha Strike, elle a englué l'adversaire dans sa zone avec les noyés. Moi, je trouve ça sympathique là, parce qu'on va le voir, les mouches sont quand même dures à faire tomber. Là. C'est une unité de 2, c'est 16.8, 4 Feel No Pain de 5 Donc, moi, j'ai bien aimé celle-là. Ouais, moi, je disais, c'est pas les porteurs de mots aussi, ça va être plus magie, là. Donc, avoir 2 ou 3 sorciers là, qui permettent justement donc d'avoir des bonus pour caster. Toujours intéressant, en fait, là, mais je pense que tout ce qui est noyé, en fait, là, va devenir la meilleure faction. Si on prend l'aspect mortel, là, pour avoir chez le mouvement qu'on n'a pas, mais je partage. Ouais. Le porteur de mots va être intéressant, puis ça nous amène dans un build complètement différent. Là, il y a un de nos sorciers qui peut avoir jusqu'à un +3 pour lancer ses sorts avec ça. Puis on a une réduction de coût aussi parce qu'on va à 3 sorciers, ils coûtent moins cher que si on les achète individuellement. Puis je pense que les joueurs Undergold, c'est le fun, ça fait une construction de liste complètement différente où on va axer davantage sur la magie. Au niveau des démons, ben, je pense qu'il y en a une vraiment qui se distingue des autres, là, c'est les vagabonds munificents. En fait, là, c'est vraiment axé sur un bon nombre de porte-peste. Donc, chaque unité de 10 modèles de porte-peste ou plus, plutôt que de générer un point de maladie en donnant 3 pouces au mouvement ainsi qu'au combat, pardon, va en générer 2. Donc, encore une fois, on joue vraiment dans cette cale-là, dans cette habilité d'allégeance-là, donc de vraiment générer des points de maladie. Fait que là, si on cumule les autres habilités, on cumule avec celles qu'on peut en donner avec un sort, avec Gift of Disease, on cumule avec l'artefact, le Wither Stave, qui augmente de 1 le jet. On se ramasse avec beaucoup de points de maladie, puis des possibilités de faire plus de blessures mortelles. Fait que ça devient vraiment une mécanique de jeu qui commence à se dessiner, je vous dirais, là, du côté des armées démoniaques. Puis ça, j'aime vraiment ça, qu'on peut vraiment tabler sur les épis d'allégeance puis en tirer profit. Fait que je pense que cette légion-là va vraiment se distinguer. Sinon, ben, on peut avoir la garde bourdonnante pour aller chercher les plague drones, les bourdons de la peste en ligne. Si c'est une armée, c'est un build là, qui nous intéresse, mais leur habilité est très moyenne. En fait, c'est moi pour se faire toucher lors de la première ronde de bataille ou lorsqu'ils arrivent en réserve, en fait. C'est une habilité qui cible une unité pendant un tour. C'est très ponctuel, très situationnel. Sinon, l'os crasseux peut être intéressant au niveau, par exemple, d'avoir là, des arbres, un deuxième arbre, et ainsi de suite. Là. C'est intéressant, mais je pense que jouer vraiment sur l'aspect point de maladie, pour moi, donc, les vagabonds munificents, je pense que c'est la meilleure sous-faction pour les démons.
si on veut jouer des monstres, je serais d'accord avec toi, sauf que l'os crasseux, dans le fond, ça va dépendre comment ça va être réglé, la formulation. Ouais, c'est vrai. Si on en a 2 puis ça génère 4 points dès le premier tour, là, ça devient très, très intéressant. On rajoute Horticulus Slimux, on en fait 9 à chaque tour. Là, on a le grand immonde en vue au 2e ou 3e tour. Là, probablement, ça deviendrait peut-être le meilleur os si jamais c'est comme ça qu'ils vont faquer, mais je pense pas que c'est comme ça que ça va être faqué. Là. Je pense que chaque arbre va juste donner 1 point, peu importe le nombre d'arbres sur le jeu. Je suis d'accord. J'en profite pour mentionner aussi aux auditeurs que vous avez chacun préparé une liste d'armées que vous allez suggérer. Donc, à la fin de la vidéo, on va terminer la vidéo là, avec vos suggestions de liste. Là, parce qu'Alex, tu parlais déjà de certaines tendances là, mécaniques qui émergeaient là, des possibilités. Donc, on pourra discuter de tout ça aussi à la fin de la vidéo. Ça nous amène aux grandes stratégies. Aux tactiques de bataille et aux bataillons. Donc, on est en V3, donc chaque Battletome nous amène des nouvelles options là, de grandes stratégies notamment. Donc, est-ce que c'est bon ou c'est plutôt moyen comme dans les autres Battletomes? Heureusement, c'est plutôt moyen comme dans les autres Battletomes parce que ça pourrait faire tellement de différence. Une armée qui aurait des grandes stratégies trop faciles à faire, on le voit, il y en a déjà dans le jeu qui en ont des trop faciles à faire par rapport aux autres. Tu pars avec 3 points sûrs que tu vas faire. Ici, ça amène des options de plus, notamment les tactiques de bataille. Il y en a une, deux qui disent c'est des options de plus qui sont faisables, qui sont réalisables. Donc, ça avantage le joueur Nurgle par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas son nouveau Battletome ou son tome célestial, mais rien de majeur, là, rien qui va renverser le méta. Même chose pour les bataillons. Là, on a déjà des bataillons qui nous donnent des trucs aussi intéressants, sinon plus. Donc, anecdotique. Je partage. Donc, on passe aux unités. On commence par les héros. Et donc, Rotigus, le Great Unclean One, le grand immonde nommé. Malheureusement, Rotigus, je vais le mettre sur les tablettes. Rotigus, en fait, intéressant. Il y a toujours son sort Déluge de Nurgle qui a été un peu modifié avant. C'était dégressif, en fait, là, selon les points de vie perdus. Maintenant, c'est, en fait, on l'invoque, on lance 7 dés. Puis pour chaque 5 plus, on choisit une unité à vue, donc portée infinie. Et on va faire des 3 blessures mortelles. C'est bien. Et on peut également, avec la paire des plaies, en fait, là, la paire des pluies, pardon, on peut relancer l'invocation pour ce sort-là. Mais essentiellement, c'est pratiquement toutes les mêmes règles qu'un grand immonde. Il est seigneur, maître de guerre, en fait. Bon, pour la portée générale, c'est bien. Mais on perd l'habilité d'avoir un trait de commandement. On perd l'habilité d'avoir un artefact de pouvoir. Donc, je pense on a 2 points de vie de plus comparativement à un grand immonde. Les attaques sont relativement similaires. Donc, je pense que ça ne vaut pas la peine de sacrifier un trait de commandement puis un artefact pour son sort qui est intéressant. Mais non, moi, je le mets sur les tablettes. C'est le problème hein, avec les personnages nommés. On l'a vu avec Gordrakk chez les Iron Jaws. On l'a vu avec aussi le boss là, sur le Slumdrek des Cool Boys. On dirait que les personnages nommés, souvent, ils sont moins intéressants que la version non nommée du même kit. C'est dommage. Ben, c'est avec l'accès, en fait, à des artefacts, traits de commandement, à cette heure qui sont moins. Parce que en V2, pratiquement tout le monde jouait une sous-faction qui avait un artefact d'imposé, qui avait un trait de commandement imposé. Fait que c'était pas tant. Mais là, maintenant, qu'on a des sous-factions qui sont plus permissives en frais de possibilité d'avoir des enhancements additionnels, ben, je regarde, OK, je peux avoir un artefact qui est plus fun sur mon grand immonde que sur Rotigus, ben, ça vaut quelque chose, ça. Fait que moi, personnellement, puis c'est correct, là, il y a des héros qui n'ont pas de version générique, mais pour ceux qui ont une version nommée, généralement, effectivement, je tends à penser comme toi, Yann. D'ailleurs, le grand immonde, je présume qu'on le met sur la table, Alex. On le met sur la table, effectivement. Donc, belle bébite. On remarque, puis c'est vrai pour Rotigus. En fait, c'est que je voulais plus parler de celui-là parce qu'il partage certaines règles avec Rotigus. Fait que je veux plus en parler du grand immonde qu'on met sur la table versus Rotigus qu'on met sur les tablettes. Donc, sorcier qui a 2 invocations par phase, c'est très, très bien. On a aussi la règle bouffie de corruption, en fait, lorsqu'on réussit un ward à 6. On peut donc choisir une unité en entrepôt, c'est donner un point de maladie. Fait qu'encore une fois, la même mécanique qui revient.
La montagne de chair aussi, en fait, là, qui est un nouveau, c'est une belle addition, en fait. Là, on le voit un petit peu avec, entre autres, les Iron Jaws aussi. Mais avoir donc des Monstrous Rampage spécifiques à des modèles. Et celui-ci, ben, on subit un nombre de blessures mortelles sur un 2+, sur une charte. Donc, on commence à 4. Donc, un flat 4 blessures mortelles sur un 2+, comme c'est vraiment très, très bon. Puis, ça peut se cumuler si on a 2 grands immondes avec justement un stomp pour avoir un deuxième action monstrueuse là, qui donne des blessures mortelles. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, dépendamment quelle arme qu'on va l'équiper, si on met la cloche ou si on met la dague, par exemple, ben, on a l'offrande putride, donc il peut se faire une blessure mortelle sans possibilité de sauvegarde. Mais par contre, en faisant ça, dans le fond, on peut lancer un sort supplémentaire dans la phase de héros. Fait que ça peut être intéressant parce qu'on a un sort qui est vent de peste. Encore une fois, qui vient très, très bien là, dans la même veine, en fait, là, que la mécanique des points de maladie. Donc, c'est un sort là, qui a une portée de 14 pouces. On fait un trait. Avant, c'est des blessures mortelles. Là, c'est des points de maladie. Fait qu'on peut vraiment comme augmenter encore. C'est une autre mécanique qui augmente les points de maladie. Et à 14 pouces, on peut imaginer que ben, si on le fait à 14, on peut bouger par la suite de 4 pouces. Et on peut donc avoir avec un Wither Stave un +1, par exemple, sur les jets de maladie qui est vraiment intéressant. Fait qu'on peut avoir ça, un sort du domaine ou un sort persistant ou un Mystic Shield. Fait pour une blessure mortelle qu'on va se guérir de plein de façons, de toute façon, avoir un sort de plus, une troisième invocation, c'est vraiment intéressant. Et on a quand même là, des armes intéressantes là, qui font beaucoup de dommages flat. Donc, un flat 4, on a du flat 3, du flat 2. Donc, soudainement, le grand monde peut quand même avoir un certain punch au combat. On cumule ça avec la possibilité de faire à l'autre attaque. Fait que même les attaques là, qui touchent sur du 4+, on tombe sur du 3+, 3+, -2, 4 avec l'épée. -2, 4, là, puis si par exemple, on fait comme action monstrueuse, si on choisit de faire un roar, par exemple, pour enlever la defense, ben là, ton flat 4 avec +6, +1 to hit, flat 4, 2 de rend, c'est intéressant. C'est ça. Fait que je mets ça dans la table. Ce que je comprends, c'est que l'équipe, généralement, avec la dague. L'épée et la dague. Exactement, moi aussi, c'est ce que je pensais. Avec la dague, on va perdre une attaque, mais ça vaut la peine pour un sort de plus qu'on va lancer. Ouais. Que tu disais aussi sur les attaques, ça va revenir souvent sur toutes les unités de Nurgle, parce qu'il y a des gens qui ont critiqué un peu et ont dit hey, tout est cher un petit peu. Ben, c'est sûr que si on fait juste regarder les attaques, le dégât que ça va faire, bon, dépendamment comment on l'équipe, à peu près du 7, 8 de dommages et tout. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est son Monstrous Rampage. Il va faire un 4 dommages flat sur du 2+, donc c'est assez fiable. Ensuite de ça, ce qu'il faut rajouter, c'est que chacune de ses attaques sur des 6 va donner un point de maladie. Lui-même étant en contact, va nécessairement donner un point de maladie à la fin de la phase de héros. Avec un Wither Stave, tu as un +1. Et là, quand on se met à additionner tout ça, ben là, une créature qui va faire du 14-15 de dommages sur un adversaire, on est dans le même range qu'une Morathi ici, là, qui s'en va au corps à corps. Là. Fait que c'est vraiment bon, finalement. Mais il faut penser qu'il y a plusieurs couches de dommages qu'on va chercher avec les unités de Nurgle. Puis avec la maladie, tu sais, avec également la montagne de chair comme Rampage, tu sais, on regarde potentiellement, tu sais, on pourrait aller jusqu'à 11 blessures mortelles avant même que ce modèle-là ait attaqué. Là. Tu sais, avant même, on cumule la phase de Battle Shock, mais c'est quand même un potentiel de 11 blessures mortelles, ce qui est quand même est pas nécessairement trop difficile à atteindre quand même. Peut-être plus un 8-9 avec, mettons, des 3+ sur les jets de maladie, mais c'est quand même un 8-9 blessures mortelles, plus des attaques qui fait du flat 4, plus. Ouais. Dans un méta où il y a beaucoup de save stacking, on le critique d'ailleurs souvent parce que là, on a des héros qui sont sur du 2+, ignore la reine. Nurgle, il va pouvoir bypasser ça avec beaucoup de blessures mortelles qui vont se cumuler sur une partie. Là. Exact. On passe maintenant au porte-vérole Poxbringer. Lui, je vais le peindre. Je vais le peindre parce qu'en fait, puis Vincent l'a comme un peu divulgaché tantôt, avec son petit sort là, qui peut faire moins de 8. J'ai oublié le nom, mais moins de 8, moins de wound, moins de save. C'est pratiquement sa principale habilité. J'aime bien aussi son sort d'infestation éruptive. Donc, il peut faire l'habilité, en fait, qui est un sort, qui peut faire également. On choisit une petite porte-pèse, donc il n'y a pas de portée.
Et là, on peut faire des blessures mortelles à proximité de cette unité-là. C'est bien. Ça règle là, des capitaines des intendances. Bon, avoir une unité de porte-peste qui se bat en même temps que lui, c'est anecdotique, ça fait rien. Je veux dire, c'est pas des unités qui frappent. Fait que c'est pas pour ça que je le prends. Mais c'est un petit sorcier de support intéressant. Mais encore une fois, il est 145 points, assez dispendieux. Seulement 5 points de vie. Oui, il y a 4+, 5+, quand même intéressant pour un punch de combat qui est négligeable, pour des règles qui sont correctes, mais j'ai de la misère à l'inclure dans une liste. Donc, moi, je le peins, il a son rôle, mais peut-être pas aussi bien que je le pensais. Je suis d'accord avec toi, puis on va voir qu'il y a d'autres entrées pour booster, améliorer nos porte-pestes, notamment le Scribe, Ouais. puis, Oh, le Sloppy Bile Piper, qui sont mieux. Fait que c'est comme, malheureusement, il arrive un peu après qu'on ait rempli nos 2000 points d'armée. On dit, ça aurait été le fun si j'avais eu un 145. Sinon, c'est ça. effectivement, je pense que la seule utilité, c'est pour le sort, là, où il ne faudrait pas qu'il bouge, mais qui permet de geler ou en tout cas de diminuer énormément l'impact d'un gros héros ennemi ou d'une grosse unité ennemie. Ça va être sa seule utilité, mais il va être difficile à rentrer en liste. Donc, on passe maintenant à Epidemius, qui est malheureusement un modèle qui commence à être un peu vieilli, là, mais qui est quand même intéressant, qui peut être intéressant dans une liste. Oui, une mécanique intéressante que, à première lecture, je me disais, oups, ça va sur les tablettes, mais en relisant, c'est quand même un nombre intéressant de relances qu'on peut générer. Fait que je pense que je pourrais le sous-coucher, mais encore une fois, à 145 points pour une règle qui est vraiment intéressante, c'est du support. J'ai de la misère à trouver de la place dans une liste pour l'inclure. Voilà. Il va être sur les tables. Je pense que les gens qui l'ont déjà puis qui jouent plus casual, pas nécessairement en tournoi, il est super le fun. Là. Il peut te donner plusieurs relances, mais sinon, en liste compétitive, c'est difficile de rentrer, effectivement. Alors, on passe au Scribe Avarieur, le Spoilpox Scrivener. Ouais, ben, elle est sur la table, en fait, là, encore une fois, parce que dans un démon, on va avoir beaucoup de Plague Bearer. Puis, donc, c'est différent de Keep Counting, là, ça règle. Plus une attaque, moins un Drain, plus une sauvegarde. C'est des habilités qui sont vraiment intéressantes pour des Plague Bearer. Ton armée va être composée beaucoup de Plague Bearer. Fait qu'avoir du Ren sur des Plague Bearer, c'est bien. Plus une attaque, ça peut être bien aussi. Donc, moi, sur la table, c'est même une unité intéressante à invoquer aussi là, durant la partie aussi. Ces habiletés sont automatiques, fait que c'est ça qui est super fort. Ouais. On a aussi l'espèce de joueur de cornemuse fait avec des restes humains ou je ne sais trop. Il faut quand même noter que la règle My love is like a ripe, ripe fart a été conservée. Donc, chapeau Games Workshop pour conserver les choses qui comptent vraiment. Encore une fois, c'est sur la table. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, c'est vraiment une chanson qui touche toutes les unités. Donc, de Nurgle Demon à 14 pouces. Donc, c'est une bonne portée quand même. Intéressant. Je pense que les règles là, qui font des Mortal Wounds sur un 6 pour blesser, vraiment intéressant. Ça donne un certain punch à des unités comme des Plague Bearer. Ça se combine bien avec le Spoilpox Scrivener. Je donne plus une attaque, fait que j'ai plus de dés lancés, je fais des mortals sur un 6. Fait que là, avec une quarantaine d'attaques sur des Plague Bearer, je peux quand même en avoir quelques-uns puis générer des blessures mortelles. Fait que pour moi, c'est un autre must. Tout comme le Spoilpox, c'est un modèle qu'on peut invoquer aussi éventuellement. Oui, puis là, tu l'as mentionné, mais il faut rajouter aussi là, son champ qui fait en sorte d'empêcher l'unité ennemie de pile-in, de faire de l'engagement. C'est pas tout le temps bon, mais il y a des fois où ça casse complètement une unité ennemie. Fait que c'est vraiment fort. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a le choix entre les deux. Ouais. Fait que il est super bon. Tout à fait. Ah, vraiment. On passe maintenant au fameux porte-peste. Alex, sur la table? Sur la table, en fait, si on joue démon, on n'a pas le choix pratiquement, à moins qu'on joue Droning Guard. Là. Mais oui, je le mets sur la table pour des raisons évidentes. Ils ont changé beaucoup. On a perdu un point de sauvegarde, mais on a gagné un point de vie. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant. La bannière a été nerfée dans le sens qu'avant, si on ramenait D6 modèles sur un 1, là, c'est un seul modèle. Mais quand même, là, avec Fleshy Abundance, avoir 3 points de vie par porte-peste, c'est intéressant. Ça synergise très, très bien avec les deux héros qu'on vient de parler. Donc, sur la table. Je remarque un mouvement de 4 pouces, c'était le cas aussi pour plusieurs autres unités. Ouais. C'est vraiment pas des non, c'est ça. C'est ça, Nurgle, en fait. Horticulus Slimux, une pièce que Vincent affectionne particulièrement sur le plan de l'esthétique d'ailleurs.
Ben, en fait, là, si justement on a, dépendamment du fact pour les arbres, si effectivement les arbres là, comptent pour 9 points pour 3 arbres, ben, je le mettrais sur la table parce que ça ferait 9 points à partant parce qu'il donne un arbre gratuit par partie. Mais sinon, c'est sur les tablettes parce qu'il coûte quand même 225 points, si je ne me trompe pas. Et il synergise avec des bêtes de Nurgle qui, elles non plus, ne se retrouveront pas nécessairement sur la table. Donc, malheureusement, pour moi, c'est sur la table. Sur la tablette, pardon. Toujours dommage quand une belle figurine comme ça Ouais. n'est pas très compétitive et pas vraiment jouable. Et c'est le cas aussi des bêtes de Nurgle, là, tu l'as dit, Alex. Exact, parce qu'en fait, moi, le point majeur, c'est oui, 8 points de vie à 5 plus sauvegarde, 5 plus ward aussi, c'est intéressant. Mais ce qui faisait le charme de ces unités-là, c'était la retraite et charge. Ils l'ont encore. Par contre, ce qu'on n'a plus, c'est l'ajouter la course à la retraite. Et on a vu qu'à 5 pouces de mouvement, si on réussit à bien encercler la figurine, ça rend une retraite impossible. Donc, c'est une habilité qu'on va servir de façon très, très, très situationnelle. Euh, donc, je pense qu'elle a perdu beaucoup de valeur. Quand même assez dispendieux. Je pense que c'est 110 points pour une bête de Nurgle. Je ne suis pas sûr que je pense que pour aller chercher là, un 10 Plague Bearer à la place pour quelques points de plus, ouais, donc, moi, je le mets. Oui, des blessures mortelles, mais tu sais, non. Je trouve que dans une liste, je ne trouve pas une façon de les rendre vraiment intéressantes sur la tablette. Tandis que les Nurglings, eux, pourraient avoir leur place dans des listes d'armées. Je l'ai peint. Je l'ai peint parce que c'est 105 points pour 3 bases, donc c'est quand même pour 12 points de vie. Et elles ont également un 5 plus là, de Ward Save de Nurgle qui est inné. C'est une unité qui, si on a des points de vie d'allouer, on les guérit au complet. Donc, il faut vraiment éliminer les bases au complet pour les éliminer. Et on peut également, c'est une unité qui peut deep striker, donc qui peut se mettre sur la table. Par contre, c'est à la fin de la première phase de mouvement. C'est dans notre territoire, fait que c'est plus limité. Mais ça reste une petite unité de réserve qui peut justement compenser un manque de mouvement. Ça peut engluer un petit peu, ça veut le screen. Je déteste pas, mais je pense pas qu'on peut vraiment bâtir une liste autour de ça. Mais s'il nous reste un 105 points, comme c'était le cas dans ma liste, ça peut être peut-être une idée intéressante. Excellent. On passe maintenant aux superbes Plague Drones, les bourdons de la peste. Ouais, je le mets sur la table pour 2 raisons. Un, ça a plus de mouvement, ça bouge à 8 pouces. C'est quand même 15 points de vie. Pour 200 points, là, c'est 15 points de vie avec un 5 plus ward, 5 plus de sauvegarde qui est meilleur que les Plague Bearers. Et maintenant, j'aime aussi que les explosions putrides, c'est vraiment tous les modèles qui l'ont. Et c'est jusqu'à 21 attaques potentiellement de tir. Et quand on considère que les armes de maladie, donc sur des 6 pour toucher autant au tir au corps à corps, génère des points de maladie, ben, c'est une autre source, cette fois-ci à distance, pour générer des points. Donc, on lance un dé égal au nombre de figurines dans l'unité par modèle, jusqu'à un maximum de 7. Donc, contre une horde, en fait, ou même pas une horde, en fait, là, contre un nombre intéressant de modèles, ça peut générer beaucoup d'attaques, donc potentiellement des points de maladie assez facilement. On a resserré un peu les profils d'armes, donc c'est 8 attaques par figurine sur du 3-3, pas de rend 1, intéressant. Donc, ça donne quand même un bon nombre d'attaques qui peut générer quand même là, contre des unités qui sont peut-être plus légèrement armurées, un peu de dommages. Puis, ben, c'est la mobilité. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des unités mobiles. Donc, si on joue pur démon, ben, c'est là qu'on va aller chercher la mobilité. Puis là, tu l'as mentionné, 8 attaques chacune. Ils ont mis beaucoup d'attaques à Nurgle, ce qui leur permet de générer beaucoup de points de maladie à 8 attaques chacun, x3, il y en a 24. En moyenne, ça veut dire qu'ils font 4 points de contagion en moyenne, points de maladie. Plus le combat, plus le mouvement. Ben, on arrive rapidement proche de notre 7 maximum qu'on est capable de faire. Fait que le livre est bien pensé. Là. Exact. Diriez-vous que ça va même inciter à séparer ces attaques lorsqu'on est en contact avec 2 unités pour tenter d'aller, plutôt que maximiser les 7 points sur une unité, essayer d'en amener 2 à 5 ou 6 puis pas perdre des points de contagion? Potentiellement, dépendamment de la situation. Là, si on a des unités justement qui sont plus avancées, oui, tout à fait. Parce que c'est un peu la crainte. On dit qu'on peut rapidement avoir des points de contagion, mais en même temps, il y a un plafond à 7. Fait qu'il y a comme un moment donné où ça ne donne plus rien d'en générer. D'où l'intérêt du tir. Ouais.
On peut, vu que c'est en 2 phases, on peut justement diviser selon, là, mais oui, ça peut être assez intéressant. Et on passe à un des plus beaux monstres, en fait, à mon avis, un des plus beaux monstres que Games Workshop a produit là, de AOS en ce moment. D'ailleurs, il était dans notre top 10 là, des plus beaux monstres, des plus beaux behemoths de Age of Sigmar, les frères Glott, ou plutôt le Glottkin. Magnifique. Et son Warscroll aussi est incroyable. Je sais qu'il est très critiqué parce que c'est 700 points pour le modèle, hein, très cher le modèle. Mais il n'est pas si overcosté que ça quand on commence à regarder comme il faut tout ce qu'il nous apporte dans notre liste. Moi, je le trouve incroyable. Premièrement, on a 20 points de vie sur une sauvegarde à 4+, avec un Feel No Pain de 5+. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de blessures pour le coucher. Ensuite de ça, on a une attaque de tir qui est quand même sympathique. On a 7 tirs qu'on va pouvoir faire avec, donc un point de maladie, plus des attaques à perforation 2. Donc, on va faire du dégât, un 2-3 dommages à peu près au tir en commençant. Et ensuite, on a quand même un profil d'attaque qui est très respectable. On a quand même 11 attaques qu'on va pouvoir faire avec toute du Ren, dégâts multiples. Quand on regarde son profil d'attaque, finalement, il va nous faire à peu près seulement 12 dommages. Mais il faut rajouter à ça que, comme le grand immonde, il peut avoir un Monstrous Rampage qui va faire flat 5 dommages dans ce cas-ci sur du 2+. Il va générer des points de maladie qui vont faire des blessures mortelles. Au final, quand on cumule tout ça, c'est un monstre qui va nous faire 17-18 blessures en moyenne contre une unité. Peut-être pour préciser, quand tu dis 12 dommages, 17 dommages en moyenne, c'est toujours calculé contre un adversaire qui aurait une sauvegarde d'armure de 4+, et qui n'aurait pas de protection. Et, effectivement, oui, c'est sûr. Donc, on a un profil d'attaque qui est vraiment correct. Là. Pour un monstre de 700 points qui va chercher 17-18 dommages, c'est beaucoup plus qu'Archaon, beaucoup plus qu'une Morathi aussi. C'est très, très tanky. Et on rajoute à ça quelques habiletés intéressantes. Premièrement, c'est un maître de garde, donc ça va être un général en plus de nos autres généraux. Ça va être un sorcier qui va avoir 2 sorts qu'il va pouvoir lancer à chaque tour. Il va pouvoir aussi dissiper 2 sorts, fait que c'est intéressant. Ensuite de ça, il y a son habileté. Moi, c'est surtout pour ça que je l'affectionne. Il y a une habileté qui fait en sorte que à la phase de l'adversaire, hein, lorsque ça va être à la phase de mouvement de l'adversaire, on va pouvoir prendre une de nos unités à nous, Maggotkin of Nurgle, et si elle est à 12 pouces d'une unité ennemie, on va pouvoir tenter une charge avec cette unité-là. Et avec le Glottkin, on va aussi pouvoir tenter une charge. Fait que c'est super fort parce que l'adversaire qui va vouloir essayer d'éviter le Glottkin, il faut qu'il l'évite, mais qu'il reste très, très loin parce que le Glottkin va pouvoir charger. C'est sûr qu'on va avoir une autre unité qui va être à 12 pouces, qui va pouvoir faire une charge et qui va pouvoir donner l'ordre. Donc, il y a 2 de nos unités qui vont pouvoir charger dans une armée qui n'est pas très mobile. Ça vient nous donner un Trix qui est vraiment, vraiment fort, qui va avoir un immense impact. Fait que moi, c'est vraiment pour ça que je l'affectionne, parce que sinon, 5 pouces de mouvement, il ne se déplace pas très rapidement, mais là, on peut le faire courir, sachant que l'adversaire va approcher et qu'on va pouvoir charger à la phase de mouvement de l'adversaire. Pour moi, c'est magnifique là, comme habileté. Là. Toutes les habiletés qui permettent de déplacer davantage, moi, je trouve que c'est fort. Ensuite de ça, on a une petite habileté qui est plus anecdotique, celle-ci, au début de la phase de mouvement adverse. On va rouler 2d6. Si on bat la bravoure des unités qui sont en contact avec le Glottkin, ces unités-là, soit sont obligées de se replier, soit subissent d6 blessures mortelles. Je dis que c'est anecdotique parce qu'il faut battre la bravoure de l'adversaire, donc ça dépend vraiment, c'est très circonstanciel. Puis il y a beaucoup d'unités qui ont des 10, là, des démons qu'on affronte notamment. Fait contre des unités avec une bravoure plus petite ou sur un jet chanceux. Pourquoi pas, l'adversaire est obligé de se replier ou de subir des blessures mortelles. Et finalement, on va avoir un sort aussi, abondance charnelle. Dans le fond, on va prendre une unité mortelle Maggotkin of Nurgle, puis on va rajouter 1 à la caractéristique de blessure de l'unité. Donc, on avait déjà vu ce sort-là chez les démons. Là, on l'a sur le Glottkin. Donc, nos Blight Kings se retrouvent avec 5 points de vie au lieu d'en avoir 4 chacun. Moi, je trouve que le Warscroll est vraiment bon. Peut-être qu'effectivement, à l'usage, on va se rendre compte que 700 points, c'est trop, mais on part avec une bonne base et il y a vraiment quelque chose à faire avec le Glottkin. Non, c'est ça. Si on se rend compte que c'était trop cher, le problème n'est pas la charte d'unité, mais vraiment les points. Donc, ça s'ajuste facilement dans une fac. On passe maintenant au Orgots Crash Démon.
Oui. Alors, ben là, on a 3 versions, dans le fond, du main kit. Hein. Ce sont des lords de Nurgle. Et ils ont vraiment été... C'est parmi les grands gagnants de ce nouveau livre-là. Ils ont des super belles chartes. Orgoth Crash Démon, lui, c'est très, très simple. On va le prendre, on va le mettre sur la table pour la valeur que ça va nous apporter. En termes de ratio de dommages, c'est l'unité qui, pour ses points, cogne le plus fort dans tout le livre. Il cogne très, très bien. Et en plus de ça, il tank très, très bien aussi. C'est aussi l'unité qui, pour ses points, tank le mieux. 14 points de vie sur du 3+, avec un Field No Pain de 5+, pour seulement 300 points. C'est un monstre. Il va nous permettre de faire nos tactiques de bataille. C'est un héros aussi. Et en plus de ça, comme valeur ajoutée, ce qu'il va nous donner, c'est qu'une fois par tour, on va pouvoir faire une habileté de commandement gratuite avec lui. Donc, c'est des points de plus qu'on va chercher. Il est clairement sur la table. Là. Il a vraiment sa place dans une liste Nurgle. Et la figurine est superbe. Et la figurine est superbe, donc il n'y a aucune raison de laisser ça sur nos tablettes. On continue avec, ça c'est une autre version du même kit, si je ne me trompe pas, le Bloab Laurence. Oui, ben, une deuxième version qui est aussi jouable, un peu moins forte que la première, mais très, très jouable aussi. En fait, lui a l'avantage d'être sorcier. Donc, il va cogner moins fort. Il a 1 point de vie de moins, puis sur une sauvegarde de 4+ par rapport à la version précédente. Mais c'est un sorcier avec un bon sort intéressant, Je celui-là. l'adore. C'est OK. Fait que je me demandais, il me semble que les gens n'en parlent pas tant que ça. Pourtant, je trouve que c'est tellement fort. Alors, je vous explique le sort, puis après ça, on va commenter pourquoi c'est si bon. Alors, bon, c'est un sort avec une valeur de lancement de 6, 14 pouces de portée, donc une portée qui est respectable, surtout pour un monstre comme ça, assez tanky, qu'on va oser avancer. Et ce que ça fait en sorte, c'est qu'on va cibler une unité ennemie. Et à la fin de chaque phase où cette unité ennemie-là va avoir subi une blessure, ou une blessure mortelle, sur 2+, on va lui rajouter des 3 blessures mortelles. Dans Nurgle, il y a possibilité de faire des blessures à unité dans la phase de héros, dans la phase de tir, dans la phase de charge, dans la phase de combat et dans la phase de Battle Shock phase, la dernière. Donc, sur un tour complet, on pourrait, sur des 2+, faire 5 des 3 blessures mortelles additionnelles à l'unité ennemie. C'est vraiment fort. Là. Très, très bon. C'est ça, ça se cumule. Fait que si on le pense bien, l'unité ennemie qu'on veut vraiment coucher, qu'on veut vraiment détruire, on essaie le sort, on le tente. Si ça passe, l'unité va vraiment trouver son tour très, très long. Là. Et ça fait partie des couches de dommages dont je parlais avec Nurgle. C'est quand on voit tout ce qui s'additionne, toutes les possibilités de rajouter des petites blessures mortelles ici et là, il n'y a pas grande armée qui vont être capables de toffer les 5 tours avec eux. Il y en a qui vont trouver ça très, très long, 5 tours. Exact. Donc, 300 points lui aussi, comme le précédent, clairement sur la table, il a tout à fait sa place. Là. Et la troisième version, Morbidex, le recomposé. Mettons que je vais le peindre parce que je vais avoir les 3. Je dis pas qu'il pourrait être mis sur la table. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un 3e monstre qui ne coûte pas trop cher par rapport à, mettons, un Glotkin qui est 700 points. Donc, notamment, il y a des tactiques de bataille qui se font si on a 2 ou 3 monstres. Fait que peut-être pour ça. Mais je trouve son rôle est un peu moins bien défini. Il va cogner moins fort que Orgoth, le premier qu'on a vu. Tank moins bien aussi parce qu'il est sur la save à 3+, mais seulement 12 points de vie au lieu de 14. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de notre phase de déroute, on guérit la moitié des dommages qu'il a subis tout le temps. Donc, si on ne le couche pas d'un tour, il y a des points de vie qui reviennent. Sauf qu'on a déjà mis les 2 précédents dans notre liste. Il restait rajouter un autre 325, puis il est un petit peu plus cher, celui-ci. Ça commence à être difficile un peu de justifier les points. Là, ça veut dire que la moitié de notre armée, ce sont les 3, finalement, à peu près les 3 de Demon Lord. Là. Fait que c'est un petit peu, peut-être, beaucoup d'investissement, mais c'est pas qu'il est mauvais. C'est pour ça que je le peins, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir les jouer les 3. Ça fait très beau dans une liste. Mais je pense que les 2 autres offrent peut-être plus à l'armée. Lui, c'est juste qu'il est difficile à coucher, mais les autres ont un impact sur la bataille au lieu de juste pas crever. Fait que, je suis d'accord avec toi. On arrive au superbe Seigneur des Afflictions.
Lui, il est sur la table aussi. Là. Ben Si on oui. joue mortel, là, il est clairement sur la table. Regardez d'abord son profil, là, 8 points de vie, 8 pouces de mouvement, 3 plus de sauvegarde, 5 plus de feel no pain, évidemment, comme toutes les autres. Donc, difficile à coucher. Il va très, très bien prendre les traits de commandement parce qu'il n'est pas nommé, contrairement aux 4 mortels qu'on a parlé avant qui sont nommés et qui ne peuvent pas prendre de traits de commandement ou d'artefacts. Lui, ça va être notre porteur, ça va être notre général pour le trait de commandement et ça va être le porteur de nos artefacts, tout simplement. Cogne de façon correcte au corps à corps. C'est pas la plus grosse bête de corps à corps, mais avec 10 attaques, il va nous générer des points de maladie, les blessures mortelles qui vont s'en suivre, etc. Si on le prend aussi, c'est parce qu'il va faire passer nos Puzzle Blight Lord en unité de ligne, même si on n'est pas dans les noyés, ils vont être une unité de ligne. Et il permet de faire du Deep Strike avec 2 unités de Puzzle Blight Lord. Donc, on peut ne pas le déployer au premier tour et le déployer quand on veut, 9 pouces des adversaires et déployer nos 2 unités à 12 pouces de lui. Donc, ça apporte beaucoup de mobilité à l'armée. Il est vraiment bon. On va le voir souvent. Ça va généralement être celui qui va jouer le rôle de seigneur de guerre pour les unités mortelles, les armées mortelles de Nurgle. Rien à dire. Ouais, c'est heureux parce que la figurine est superbe. Ouais. On passe au Gutrot Spoom. Oui. Un petit héros. Sa principale habileté, bon, lui, je le peins parce que de temps en temps, je vais vouloir le jouer pour le petit trick qui permet de faire en sorte que toute notre armée soit déployée, non pas sur la table, mais dans le ciel ou dans les marais ou quoi que ce soit. Sur un bateau, je pense. Sur un bateau, lui, dans ce cas, c'est la flotte pestilente parce qu'il peut emmener avec lui 3 unités de mortels, sauf qu'il va falloir les redéployer à 6 pouces d'un bord de table. Donc, ça nous limite un petit peu plus. Ça ne permet pas de nous déployer sur les objectifs nécessairement. Mais pour la fois où on va jouer la partie où on ne déploie rien sur la table puis qu'on fait la surprise à l'adversaire autour de 2 ou 3, pourquoi pas? Puis un coup qu'on l'a déployé, son seul rôle après ça, ça va aller de cogner. Puis c'est quand même une bébite à 8 points de vie, sauvegarde de 4 5 plus de feel no pain avec 10 attaques. Donc, quand même de façon respectable aussi. Pourquoi pas? Mais je ne pense pas qu'il va être dans toutes les listes. C'est pas comme le Seigneur des Afflictions qu'on a vu avant. Et on passe là au Seigneur des Plaies, un autre très beau modèle là, avec le bouclier qui rappelle une mouche. C'est superbe, superbe sculpte. Oui, superbe. D'ailleurs, en 2019, le 3e prix du concours de peinture Ever Chosen avait été gagné là, avec cette figurine-là. Elle était vraiment, vraiment magnifique là, de Trovarion. C'était vraiment superbe. La figurine est magnifique. Malheureusement, on va la laisser sur les tablettes parce qu'on manque de points pour entrer tous les héros. Lui, tout ce qu'il va nous donner, c'est qu'il y a un tir, le même tir dont on a déjà parlé, là, qui va être un maximum de 7 tirs, tout dépendant du nombre de modèles dans l'unité ennemie. Fait que ça peut aller jusqu'à 7. Et il va permettre de donner cette habileté-là à une figurine. Avant, il donnait à une unité qui pouvait tirer. Là, c'est juste une figurine qui va pouvoir aussi tirer comme lui. C'est pas mauvais, mais on a d'autres bonnes options. Puis les unités coûtent quand même cher. C'est des unités d'élite. Fait que je pense pas qu'on a la possibilité de le rentrer. Puis, qu'est-ce qu'il y en est de notre Festus, la corpulente sangsue? Peut-être un dernier choix, un peu comme on en a déjà parlé. C'est une unité que je vais peindre. Parce que de temps en temps, peut-être qu'elle va rentrer dans une liste. Si on le prend, c'est parce que c'est un sorcier. Puis, il y a une habileté intéressante. S'il est collé sur une de nos unités, il va guérir de D3 blessures, cette unité-là. Ça s'ajoute à la guérison qu'on a au début du tour. Ça s'ajoute potentiellement à l'habileté héroïque. Donc, s'il est collé sur un de nos Maggot Lord, il vient de guérir à 100% ou à peu près le Maggot Lord avec lui. Puis, son sort est correct. En fait, son sort est vraiment bon. C'est une valeur de lancement de 7, c'est juste ça le défaut, c'est que c'est difficile à passer, mais on prend une unité à 14 pouces et on réduit sa sauvegarde d'armure de 1 pour le reste de la bataille. Tout simplement. Donc, oui. Le sort est bon, il est difficile à passer, c'est sur 17, mais c'est vraiment bon, sauf qu'encore là, c'est quand même beaucoup un investissement de coût en points qui. On va commencer à manquer de points là, pour tout rentrer ce qu'on veut. C'est probablement souvent un dernier choix. Là, c'est 150 points le modèle. On le peint. On le veut pour pouvoir le sortir de temps en temps. Les auditeurs vont l'avoir compris avec mes commentaires. Je suis un fan de l'esthétique de Nurgle. L'émissaire du déclin en est un autre que je trouve vraiment splendide. Là. Ouais. Oui, puis c'est cool parce que là, tu vas pouvoir le mettre derrière une vitre pour ne pas le toucher, pour ne pas le blesser.
Sur les tablettes. Sur les tablettes, malheureusement, celui-là. En fait, avant, il était tout le temps joué parce qu'il donnait le 5+ de ward, de protection. Mais là, toute l'armée là, et ils ont remplacé ça, dans le fond, par une sorte de roar qu'il va avoir, mais on a déjà des monstres qui vont faire des roars et qui vont faire pas mal plus que lui sur les tablettes. Alors, on a le Rodbringer sorcier, là, le sorcier gangreneur, qui est un nouveau modèle, en fait. Exact. Ouais. Il y a encore l'ancienne version, si vous voulez, mais la nouvelle est un peu plus belle. Mais, un bon petit sorcier, intéressant. En fait, on le prend. Moi, je trouve que la petite règle qu'ils ont donnée, c'est que les sorts persistants qu'il va lancer sont contaminés, deviennent dans le fond des unités Magotkin of Nurgle. Ça veut dire que si elles sont à moins de 3 pouces d'unité ennemie à la fin de la phase de mouvement, elle inflige un point de maladie et à la phase de combat aussi. Les Endless Spells n'ont pas la même limitation que les unités. On peut les lancer tout de suite et les envoyer tout de suite à 1 pouce de l'adversaire. Donc, déjà, le tour, on le lance, c'est 2 points de maladie qu'on va faire, donc une blessure mortelle qui s'ajoute à n'importe quel Endless Spell qu'on va lancer. C'est intéressant. Sinon, il y a un sort qui va sur 5+. C'est un sort contre les hordes. Là, on prend chaque modèle dans l'unité ennemie. Une portée de 7 pouces. Sur 5+, on fait une blessure mortelle. On ne prendra pas son sort à lui. Si on veut ce sort-là, il y en existe un nettement meilleur dans le lore, le spell lore des mortels. C'est vraiment pour son petit twix avec l'Endless Spell qui est sympathique. Puis c'est super fluff, cette règle-là, vraiment belle réussite. Et donc, là, on passe au Seigneur des Pestes. Seigneur des Pestes, encore une fois, c'en est un qui est malheureusement sur la table, là, un peu comme le Seigneur des Plaies. Sur les tablettes, tu veux dire? Sur les tablettes, excusez, oui, sur les tablettes, là, malheureusement, il n'apporte pas assez à l'armée pour pouvoir le jouer. On rajoute une attaque à une unité de Blight King, mais les Blight King ont déjà 5 attaques chacun, fait que somme toute, c'est pas beaucoup de plus, ça ne donne pas une grosse plus-value pour un modèle qui va nous coûter 145 points, si je ne me trompe pas, fait que on n'a pas la place dans nos listes, malheureusement. Non. Alors, la petite unité d'Underworld, est-ce qu'elle est comme les autres? La plupart des autres, en fait, n'est pas jouable? Non, non, celle-ci est meilleure que l'unité générique pour une fois. En fait, ça va dépendre s'il nous reste des points dans notre liste. Dans le fond, Fécula, c'est une sorcière, le même profil que l'autre sorcier qu'on a déjà vu, celui dont on vient tout juste de parler, sauf qu'elle a la possibilité, une fois par bataille, de lancer 2 sorts au lieu d'en lancer un seul. Mais elle contamine les Endless Spells et tout. Elle a exactement les mêmes choses avec un point de vie de plus, donc un petit peu plus tanky. Elle est 255 points, mais elle vient avec 2 Blight Kings qui sont avec elle. Les Blight Kings sont pour 5, 250, donc 50 points le modèle. Donc, finalement, si on enlève ces 2 Blight Kings-là qui valent 100 points, qui représentent 10 points de vie sur la table, on se retrouve avec une sorcière qui nous coûte 155 points. Donc, on paye 10 points de plus seulement pour le sorcier générique, mais pour avoir la possibilité, une fois par bataille, de lancer 2 sorts. Et en plus, les 2 petits Blight Kings qu'on met sur la table avec elle, sur 4+, ils vont subir, ils sont des gardes du corps, finalement, ils subissent les blessures au lieu de notre sorcière. Donc, si on a les points pour rentrer un sorcier, ça vaut la peine de regarder est-ce qu'on est capable de rentrer ce combo-là à 255 points. Ça nous fait un sorcier beaucoup plus difficile à sortir. Les 2 Blight Kings qui sont là, en plus, sont les Blight Kings à 5 points, donc l'équivalent du champion de l'unité, compte pour 2 modèles chacun. Pour de vrai, celle-ci, si on veut vraiment rentrer un sorcier, on peut se demander ça vaut-il la peine. Des fois, s'il nous reste juste un 100 points, finalement, au lieu d'un 110 points qui nous reste, au lieu du sorcier générique, on le remplace par lui, puis par elle, puis 2 petits Blight Kings. Pourquoi pas? Ils ont vraiment bien balancé les points sur cette unité-là. C'est ni trop fort, ni trop faible. C'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait en cohérence avec ce qu'on a déjà. Intéressant. C'est rare que les unités d'Underworld sont jouables comme ça. On passe encore à des superbes unités très, très typiques de Nurgle, hein, on les voit souvent sur la table, donc les putrides Blight Knights et ensuite les Pusgoyle Blight Lords. Le backbone des âmes immortelles. Voilà. Oui. Effectivement, c'est ça. Là. Moi, j'ai fait une liste mortelle. Évidemment, vous en retrouvez plein dans les listes mortelles. Tout de suite, y aller avec ce que les gens ont noté, c'est 250 points pour 5. Ça semble énorme, mais finalement, on regarde le profil rapidement. 4 points de vie chacun, 5 points de vie pour le champion, donc 21 points de vie, ça compte pour 6 modèles. Parce que notre champion, avec un 5+ ward. Avec un 5+ ward, puis une 4+.
5 attaques chacun. Donc, chacun, quand il va frapper, nous génère presque en moyenne 1 point de maladie qui va se transformer une chance sur 2 de le transformer en blessure mortelle par la suite. Et en plus de ça, contre les unités avec des petits nombres de points de vie. Il y a une règle spéciale à la fin de la phase de combat. Si on a une unité qui a 3 points de vie ou moins, dans le fond, on roule un dé pour chacun de nos Blight Kings. Et si on bat la caractéristique de blessure de l'unité ennemie, on fait une blessure mortelle additionnelle. Donc, si l'adversaire, si on est contre des unités à 1 point de vie, ben, chaque Blight King sur 2+ à la fin de la phase de combat fait une blessure mortelle de plus. Donc, ça vient de s'additionner, ça se cumule. Évidemment, contre des héros, ce n'est pas là qu'ils vont briller, mais un ratio de dommages qui est tout à fait correct. Mais contre des unités de horde à 1 ou 2 points de vie, là, ils deviennent plus que corrects et c'est très, très, très tanky. Leur gros défaut, 4 pouces de mouvement. 4 pouces de mouvement, ça veut dire que même au premier tour, quand on a des objectifs au centre de la table, ça nous prend une bonne course. On n'est pas certain de réussir à aller toucher l'objectif pour le contrôler. C'est leur gros défaut à cette unité-là. Mais heureusement, on a la version sur des mouches qui est plus mobile un peu. Oui, plus mobile, tout aussi tanky. 8 points de vie par modèle, donc pour 220 points. Dans ce cas-ci, on a 16 points de vie, c'est presque aussi tanky. Mais 8 pouces de mouvement. Dans les noyés, c'est 8 pouces en plus au début de la première phase, au début du premier round. Un profil d'attaque qui est cohérent, 5 attaques avec de la perforation, 6 attaques, pas de perforation. Donc, chaque mouche, au total, fait 11 dommages. Encore une fois, presque 2 points de maladie. Ils ont la même habileté que les Blight Kings de pouvoir faire des blessures mortelles aussi sur les unités de 3 points de vie ou moins en fin de phase de combat. Et eux, à la différence des Blight Kings, ils ont des Impact Hits aussi. Mais là, il va falloir une fac, par exemple, parce que dans le premier paragraphe sur les Impact Hits, ça dit quand l'unité charge, ils font, dans le fond, sur 4+ D3, blessures mortelles, ou sur 2+ s'ils ont un toxin, s'ils ont la cloche en dessous, s'ils ont des modèles. Mais quand on lit le deuxième paragraphe, c'est qu'il faut faire les blessures mortelles après que chaque modèle se soit déplacé. Fait que là, il y a comme une ambiguïté ici. Là, ça va prendre une fac pour clarifier. Est-ce que c'est chaque modèle qui fait des blessures d'impact ou c'est l'unité qui fait des blessures d'impact? Ça a quand même une différence. Ça veut dire qu'il y aurait 2 modèles sur 2, qui fait potentiellement 2 des 3 blessures mortelles ou juste 1 des 3. Bon, mais que ce soit une fois des blessures mortelles ou 2 fois pour l'unité. Dernière unité, en fait pas unité, mais pièce de terrain plutôt de la liste, alors les fameux arbres. Ben, on en a déjà parlé, là. Ils nous donnent un point de contagion et ils sont considérés comme des unités plus puissantes de Nurgle. Donc, si l'adversaire est proche, il va aussi subir des points de maladie. Donc, pourquoi pas? C'est moins fort que ça l'était avant. Là. Avant, ça permettait de catapulter nos unités de Nurgle, mais c'est beaucoup plus fluff, c'est beaucoup plus en cohérence avec l'histoire de Nurgle, avec la saveur de Nurgle. Il faudrait juste à clarifier là, combien de points de contagion ils vont nous générer au début de la phase. C'est juste ça qu'il faut clarifier, là, une petite fac nécessaire. C'est juste une mission intéressante avec la règle extirpation, c'est que si on utilise justement un des Monstrous Rampage pour annuler en fait la règle d'écart, ben, on enlève la pièce. Donc, ça peut être une façon d'avoir des monstres. Ben, d'être en contact, on peut juste être en combat, je veux dire, mais on peut justement aller proche de cet élément de décor-là et paf, on peut le retirer du jeu. C'est une façon pour l'adversaire d'enlever ces arbres-là, ce qui rend peut-être l'invocation des arbres un petit peu moins intéressant contre des joueurs qui ont beaucoup de monstres parce que tu paies tes points d'invocation pour quelque chose que tu peux retirer assez facilement. Mais donc, c'est une petite affaire intéressante qu'ils ont ajoutée justement. Les gars, avant de passer à la présentation de vos listes, j'ai envie de vous demander un peu comment vous voyez Nurgle dans le méta actuel. J'ai l'impression qu'avec la protection à 5+, c'est une armée qui peut être un peu anti-méta. On voit qu'on se dirige vers un méta très axé sur les blessures mortelles, les unités qui dominent, comme les séraphons, les luminettes, ainsi de suite, produisent énormément de blessures mortelles. Alors là, c'est un peu une réponse peut-être. Donc, comment selon vous, ils vont se situer dans le méta? Ben, je pense qu'au niveau où est-ce qu'on se situe dans le méta, je pense qu'ils vont être solides. Je vois ça comme une armée, peut-être un 4-1 dans une partie dans un tournoi à 5 parties. Je pense qu'ils ont du potentiel pour marquer beaucoup de points.
soutenir le match longtemps. Je pense pas qu'il va y avoir un build insta-win. Je pense pas qu'ils vont être oppressifs comme certaines armées peuvent l'être. Mais ils vont rendre la vie très difficile à plusieurs armées. Encore une fois, c'est pas une armée qui va faire beaucoup de dommages. Je les vois difficilement traverser une liste avec Capega Gargant, par exemple. C'est parce que j'ai de la misère à voir d'où est-ce que tout le dommage va venir. Et c'est pas une armée qui va être assez nombreuse pour contester des objectifs. Fait que ça, pour moi, ça va être un match-up qui va être très, très difficile. Mais c'est sûr que c'est très tanky. C'est très tanky, puis je pense que c'est une armée qui va être capable de s'asseoir sur les objectifs. Certaines tactiques vont être un peu plus difficiles à faire à cause du mouvement qui restreint. Mais sinon, je pense que quand même, là, ils ont un potentiel intéressant pour pouvoir. Je l'ai dit en début d'émission, en fait, là, je pense que si tous les livres suivent un petit peu ce fil-là, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, qui ont leur couleur, qui ont leur saveur, c'est thématique, mais c'est pas oppressif. Ça va prendre, je pense qu'un bon général va pouvoir aller chercher, tirer profit à maximum de ce livre-là. Puis je pense que ça peut être un bon 4-1 d'après moi, là, avec un joueur chevronné. Vincent? Ce serait aussi mon analyse. Moi, j'ajouterais contre des adversaires qui sont débutants ou des adversaires qui ont des listes qui cognent pas vraiment, ça peut être assez désagréable à affronter. Moi, je pense qu'il y a des adversaires qui commencent puis qui répartissent un peu leurs dégâts un peu partout, puis tout ça, ils vont avoir l'impression qu'il n'y a rien qui meurt de l'autre côté. Quelqu'un qui joue du Gloomspite, Yann, tu charges, puis là, tu vas charger dans des murs de briques. Fait que ça peut être un peu difficile à affronter pour des armées moins fortes ou des joueurs qui seraient moins expérimentés. Mais je pense pas non plus. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut pour aller chercher le 5-0 de façon constante, notamment les Gargant. Il y a quelques grosses armées dans le méta qui vont réussir à les arrêter. Puis, comme Alex l'a dit, il n'y a pas beaucoup de modèles pour contrôler les objectifs. On va faire quand même. Ça semble être une armée facile. On en va sur les objectifs. On gagne la guerre d'attrition, mais on a juste 5 Blight Kings sur l'objectif. On a juste. Il faut des modèles. En tout cas, ça va être le fun à jouer. C'est une très, très belle liste. Elle est bien située dans le méta. Je pense que c'est dans le haut du Fat Middle qu'on va la retrouver. J'ai hâte de voir contre des luminettes, qui les luminettes misent beaucoup sur des blessures mortelles, sur du dommage, entre guillemets, de qualité, mais avec un 5+1 à la grandeur de l'armée. J'ai hâte de voir, je suis curieux. Non, j'ai hâte de voir ça. Ça pourrait surprendre. Donc, suite à une suggestion là, de quelques auditeurs qui nous demandaient, en écoutant nos Faction Focus, d'ajouter peut-être des suggestions de listes, bien, en fait, Vincent t'a préparé une liste de mortels, puis Alex t'a préparé une liste de démons. Donc, on commence avec la liste de mortels de Vincent. Alors, première chose, je ne suis pas sûr que c'est la liste optimale, mais c'est sur ça que je commencerai comme build pour tester. Dans le fond, ça joue dans les noyers, donc les plus gold Blightlord vont être en ligne. La grande stratégie, c'est hold the line. Là. Je veux dire, il y a 5 grosses unités difficiles à coucher, donc c'est assez facile d'aller chercher nos 3 points. Juste un petit calcul vite, c'est 130 points de vie avec la save à 5+ qu'on a là pour 2000 points. Il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent sortir tout ça en 5 tours. Alors, on y va. Le premier, je n'ai pas caché mon affection pour la pièce Le Seigneur des Afflictions comme général, avec la puanteur insoutenable pour empêcher que l'unité qui est en corps à corps puisse se donner à leur défense, à leur attaque pour se prémunir d'un battle shock. Et le Home Corne Fendu qui va lui donner un 4+ de Feel No Pain sur tout, une ward save ou une protection. Ensuite, les 2 Demon Lords, Orgoth et Blob, que j'ai bien aimé, que j'ai présenté dans la vidéo. Puis, comme unité, c'est simple. J'ai 2 unités de Blightlord, donc 2 unités sur Mouche, et 3 unités de Blight King. Ça m'amène à 2000 points, juste. La stratégie est simple. Les 3 unités de Blight King sont là pour que dans les scénarios, on ait des objectifs de notre côté. J'ai une unité sur chacune de mes objectifs. C'est des unités à 21 points de vie. Il faut venir les sortir. Et il y a quand même beaucoup de projections dans cette liste-là parce que mes 2 unités de Blightlord peuvent faire un mouvement de 8 pouces avant la bataille, plus un autre mouvement de 8 pouces. Je peux tout de suite charger au premier tour une Alpha Strike, aller engluer l'adversaire. Ou si le scénario s'y prête, je peux aussi les garder en Deep Strike et les amener avec le Seigneur plus tard dans la partie.
Et les deux, Orgoth et Blob, aussi ont 8 pouces de mouvement. Donc, il y a quand même une belle mobilité pour aller appuyer là où on a besoin d'aller appuyer ou aller mettre la pression sur les objectifs de l'adversaire. Moi, c'est avec ça que je partirais là, si je partais en mortel. Évidemment, on a un petit peu de démon en réserve pour l'invocation qui va arriver là, autour 2, 3 et compagnie. J'adore. Très, très solide, simple, efficace. Je veux dire, c'est ce qu'un Nurgle devrait être. C'est un mur qui avance. Puis je pense qu'avec les Blight Lords, tu as un certain punch intéressant aussi. Là. Très, très peu de modèles. Par contre, pour le contrôle d'objectif, c'est sûr que c'est un petit peu la petite faiblesse, mais sinon, je pense que tu génères beaucoup d'attaques, beaucoup de dommages potentiels. J'aime bien. Et la groupie en moi va dire que c'est vraiment une liste aussi dont tous les modèles sont splendides. Ça va être une liste qui visuellement va être superbe sur la table. Ouais. Alex, tu as préparé une liste de démons. Oui, ben en fait, là, je vais compléter parce qu'il y a quelques petits éléments. Là, je n'ai pas finalisé ça comme je le veux parce que bon, je suis toujours un petit peu picky. Toujours un 10-20% de liste que j'arrive jamais à fignoler comme ça. Mais donc, c'est les Maleficent Wanderers, donc pour avoir plus de points de maladie générés par les porte-pestes. J'aurais également pris comme grande stratégie également Hold the Line, donc pour avoir. J'ai quand même 50 porte-pestes à éliminer, à 2 points de vie chacun, potentiellement 3 aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. J'ai mis un grand immonde comme général, donc avec l'infestation de Nurgling, pour le moins pour se faire toucher, c'est évident. J'ai mis le Witherstave, donc pour avoir le +1 pour les jets de maladie. Et j'ai mis Fleshy Abundance comme ça pour avoir le +1 point de vie sur une unité. J'ai mis les 2 héros là, à pied, le Bald Piper, le Scrivener, pour faire mes 3 héros. Après ça, en ligne, c'est 2 x 20 Plague Bearer, 1 x 10 Plague Bearer. Donc, avoir un bon centre très, c'est vraiment un mur qui avance, en fait. Là. Puis, avec le Grand Immonde, et toutes les habiletés ont une portée de 14 pouces. Fait que je peux vraiment avoir un immense centre qui va juste avancer, qui va juste prendre possession de la table, puis qui va juste encaisser. C'est Death by 1000 Cuts. Je vais jouer beaucoup sur la table de maladie pour générer plein de blessures mortelles durant toute la partie. Donc, c'est un petit peu ça que je vise. 2 x 3 Plague Drones, vraiment pour les flancs, pour les objectifs, pour aller chercher des objectifs un peu plus loin. Faire un petit peu de dommage aussi, venir supporter, contrecharger. Et là, il me restait un 105 points. Il y a Life Swarm qui m'intéresse pour justement amplifier l'aspect guérison. Mais ça peut être aussi, à la limite, les Shackles. C'est marqué Cogs dans le document, mais ce n'est pas les Cogs, c'est les Geminids pour enlever les All-Out Defense, All-Out Attack, quelque chose comme ça. Les Shackles pour ralentir l'adversaire. C'est des possibilités que je regarde présentement, ou ça peut être carrément des Nurgling, mais on tomberait en 2 pauses à ce moment-là, avec un Battle Régiment plus une autre unité là, qui sort. Et l'autre possibilité que je pourrais regarder, c'est carrément y aller avec plusieurs pauses, donc pas de Battle Régiment, et avoir plutôt avoir un Hunters of the Heartland pour les unités de porte-peste et avoir le reste, dans le fond, dans un Warlord pour aller chercher un autre artefact. Puis celui que je prendrais, soit sur le Bile Piper ou sur le Scrivener, c'est celui-là, le Tome of Thousand Boxes, pour donner un deuxième magicien, Gift of Disease, pour amplifier encore plus l'aspect maladie. Fait qu'on passe à 9 pauses, ou 8, dépendamment si on prend le Life Swarm ou non, là, si on prend les Nurglings ou non, pardon. Mais avec ça, justement, on peut amplifier les jets de maladie, puis à 21 pouces, c'est intéressant, puis fait que ça reste vraiment, je pense je pense que la portion démon est moins punchy et moins solide que la portion mortelle, mais je pense que, et je ne dis pas encore une fois que c'est la liste suprême, c'est une liste, un premier jet comme ça, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec cette liste-là qui peut vraiment encaisser, puis jouer sur la portion maladie, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher avec les démons. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il va y avoir une petite. Là, j'enlève le chapeau Alex et Westgeek, je mets le chapeau à Alex et Adeptus Coaching. Il va y avoir une promotion qui va être présentée dans une vidéo qui va sortir très, très proche de celle-ci pour justement jumeler là, Adeptus Coaching. Donc, pour ceux qui veulent partir des armées, qui aimaient les armées que je fais sur la chaîne, vous pourrez avoir également un petit forfait, un petit deal qui s'en vient avec du coaching inclus.
par rapport à ça. Donc, restez à l'affût dans une future vidéo. Tu dis que peut-être effectivement qu'il y a plus du punch du côté des mortels, mais ce que j'aime, c'est que toi, pour le contrôle de l'objectif, par exemple, tu as beaucoup plus de modèles pour le contrôle de l'objectif. C'est pour ça que peut-être que les listes optimales vont faire un mélange de mortels puis de démons. Je ne sais pas, moi, ce que j'aime, c'est que je vois là, quand même 50 Plague Bearers, c'est difficile à aller sortir des objectifs. Plus de l'invocation potentielle aussi. Exactement. Puis l'invocation que tu vas faire, elle vient déjà avec un Sloppity Piper, un Spoilpox qui vont déjà pouvoir les booster. Alors que moi, si je rajoute un 10 Plague Bearer dans ma liste de mortels, j'ai rien pour les rendre meilleurs, pour les rendre plus forts parce que j'ai aucun héros démon. Fait que toi, tu as déjà ces héros-là pour faire profiter, dans le fond, les Plague Bearers que tu vas appeler. Il y a quelque chose à faire avec les démons de vraiment intéressant. Et ça fait une liste qui est encore très, très... Il y a beaucoup de points de vie dans cette liste-là. En fait, plus que dans celle de Vincent, si j'ai bien compté rapidement. Donc, vraiment, là, des listes à 130 points de vie et plus sur une protection à 5+. Déjà, la plupart des listes, quand on regarde les listes compétitives actuellement, très, très peu ont autant de points de vie. Et là, ces points de vie-là ont une protection à 5+. Donc, vraiment, là, Nurgle pourrait surprendre. C'est beaucoup, beaucoup de points de vie sur la table. Alors, c'est ce qui conclut notre analyse du Battle Tome Maggotkin of Nurgle. Donc, très beau Battle Tome. J'espère que vous avez apprécié le Battle Tome et l'analyse. Alors, n'hésitez pas là, à nous laisser votre avis en commentaire sous la vidéo. On remercie une fois de plus le Griffon, dont le lien là, pour la boutique en ligne va être dans la description de la vidéo là, pour avoir commandité cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas aussi de nous laisser un petit pouce en l'air. Et sur ce, bon wargaming!